maître de conférence en droit privé à Lyon 3, qui a soutenu sa thèse à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes aussi directeur du master droit du cinéma, de l'audiovisuel pardon, et du multimédia. Vous avez soutenu une thèse intitulée Vers un droit de l'intelligence artificielle publiée chez Dalloz. Elle a été d'ailleurs elle est remarquable, elle a été remarquée puisqu'elle a eu le prix des grands problèmes de droit émergents décerné par l'Université d'Aix-Marseille. Vous l'avez soutenue en 2018, donc en ce sens, vous êtes un pionnier et ça a été remarqué par les personnes qui étaient dans votre jury et parmi les personnes qui ont remarqué votre thèse, il y a le professeur Pascal Demier que je remercie puisque c'est elle très sincèrement qui nous a parlé de votre thèse et je me suis dit bon sang mais c'est bien sûr, c'est la personne à inviter pour inaugurer ce chantier transversal droit critique et numérique. Alors, je ne vais pas parler de votre thèse trop longuement parce que ce sera le rôle des disputants, mais quelques mots peut-être pour caractériser votre thèse et en tous les cas dire ce qu'il en est. Votre thèse présente un triptyque que j'intitulerais Comprendre, circonscrire et adapter. Comprendre ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle pour lui accorder un statut juridique adéquat, circonscrire le domaine de l'intelligence artificielle pour finalement protéger ce que vous appelez l'ordre public de l'humanité. Et la question de l'humanisme est un fil d'Ariane que vous développez dans le cadre de votre thèse. Et l'adaptation, on le sait, l'adaptation des règles qui sont pensées pour les hommes, pour l'homme, et qui doivent être adaptées pour l'intelligence artificielle. Alors, je vais aussi remercier les trois discutants qui ont accepté de se prêter à cet exercice très spontanément, je dirais même avec grand plaisir, même pas eu besoin de les supplier. D'abord, Florian Martin Barito, que nous accueillons et que nous avons déjà accueilli à Saint-Étienne, hein, donc c'est un invité maintenant connu du CERCRID, que nous avions accueilli dans le cadre d'une recherche sur les blockchains que je conduis avec Richard Baron, qui est en ligne avec nous. Vous êtes professeur agrégé de droit et technologie au sein de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, dans la section Common Law, et vous êtes directeur du centre de recherche en droit, technologie et société de l'Université d'Ottawa. Vos centres d'intérêt portent spécifiquement sur les blockchains, je l'ai dit, la cybersécurité, les droits intellectuels et l'intelligence artificielle, ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Marianne Cotin, tu es maître de conférence HDR en droit privé, tu es co-responsable de l'équipe décision et activités décisionnelles et tu consacres, et tu me corrigeras hein, si je dis des bêtises, une partie de tes activités de recherche sur l'open data des décisions de justice. Tu as animé un séminaire e-juris et cette recherche d'ailleurs est financée par la MSH, recherche d'ailleurs dont le financement a été reconduit, me semble-t-il, pour 2 ans. Marilyn Grange, tu es maître de conférence en droit public, spécialiste des questions de droit international public. Tu es co-responsable de l'équipe production et interaction normative avec Eliette Rubik-Avenia. Tu as développé tes recherches sur plusieurs champs en droit international et particulièrement sur les questions relatives à la cybersécurité, pardon. Notons d'ailleurs que tu as co-dirigé un ouvrage avec le professeur Norodom, qui est aussi un professeur en droit international public, sur les cyberattaques et le droit international. Ouvrage qui a été doublement récompensé dans le cadre de l'European Cyber Week, vous voyez que mon anglais est déplorable, et dans le cadre du Forum international de la cybersécurité. Alors avant de vous laisser la parole, enfin de laisser la parole à Monsieur Mérabé et ensuite aux discutants, quelques éléments peut-être d'ordre pratique. Le séminaire est enregistré et donc j'ai demandé l'autorisation bien sûr à la personne qui présente et aux discutants de pouvoir être
enregistré. Si vous ne souhaitez pas être enregistré lorsque vous prenez la parole, vous le direz bien. Il y aura une présentation d'abord de 30 minutes de Monsieur Mérabé et les discutants auront environ 15 à 20 minutes pour échanger avec Monsieur Mérabé et ensuite on donnera la parole à l'ensemble des autres personnes participantes. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Mérabé, nous vous écoutons. Merci, bonjour à tous. Alors d'abord, je tiens à remercier le CERCRIT pour son invitation, et tout particulièrement Mouna. Je crois que la première fois qu'on a dû discuter de cette intervention, ça devait être en 2019. Et puis ensuite, ça a été relativement compliqué, reporté à plusieurs fois, donc je suis content que ça puisse enfin avoir lieu. Je regrette que ce soit à travers un écran, mais ça nous donnera l'occasion d'organiser d'autres manifestations en présentiel. Je remercie également les différents discutants et j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous de ce sujet sur lequel j'ai travaillé seul pendant un long moment, et donc j'apprécie particulièrement d'avoir l'occasion maintenant de pouvoir échanger avec des collègues sur ce sujet. Donc je vous remercie, Mona, pour votre présentation. Donc effectivement, l'intelligence artificielle, c'est l'objet de mon travail de thèse, que j'ai débuté en 2013, que j'ai achevé en 2018. Et donc, pendant les 30 prochaines minutes, je vais vous faire une présentation assez synthétique de ce travail dans son ensemble. Je vais évoquer un certain nombre de problématiques. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans le fond de chacune d'entre elles, mais la discussion nous donnera sans doute l'occasion d'approfondir certains de ces points. Il apparaît que l'intelligence artificielle est partout et nulle part à la fois. D'abord parce que pas un jour ne passe sans que les médias généralistes s'en fassent écho. Intelligence artificielle pour diagnostiquer les malades du Covid-19, intelligence artificielle encore lorsqu'on évoque la politique de reconnaissance faciale pratiquée par la Chine, intelligence artificielle toujours pour lutter contre le réchauffement climatique. Au-delà de ces illustrations, l'intelligence artificielle a également envahi notre quotidien. Chaque jour, nous sommes amenés à en faire usage, qu'il s'agisse d'utiliser un moteur de recherche Internet, de consulter un comparateur de prix ou un réseau social, ou encore au travers des algorithmes de suggestion qu'on utilise sur les sites de vente en ligne, les plateformes de contenu vidéo. Nulle part ensuite parce que l'omniprésence de l'intelligence artificielle dans l'actualité, et plus généralement dans nos vies, contraste avec la place qu'elle occupe aujourd'hui dans notre droit. Alors, immédiatement, cette affirmation doit être nuancée puisque l'on ne compte plus le nombre d'articles, de colloques, de conférences ou de livres blancs qui sont consacrés au sujet. En revanche, la doctrine et plus généralement les pouvoirs publics, s'ils ont manifesté leur intérêt pour ce sujet, on constate que l'intelligence artificielle n'a pas véritablement intégré le droit positif pour le moment. Très rares sont les dispositions qui y sont consacrées, et puis les jurisprudences qui portent sur ce thème sont encore plus exceptionnelles. Comment interpréter? Deux hypothèses peuvent être envisagées. D'une part, on peut penser que la technologie est trop récente et que la réglementation propre à cet objet finira par se manifester tôt ou tard lorsque nous disposerons de davantage de recul. D'autre part, on peut interpréter le silence du droit comme un stade de difficulté. Dans ce cas, alors, on considère que, sauf exception ponctuelle, aucune intervention législative n'est nécessaire pour encadrer l'intelligence artificielle, le droit positif étant suffisant. Pour départager ces deux scénarios, il convient de déterminer à quel point l'intelligence artificielle bouleverse le droit. S'agit-il d'une simple évolution, nécessitant quelques adaptations, ou d'une révolution impliquant de profondes modifications du droit? Je vais tenter d'avancer un début de réponse à cette question. Si le sujet est relativement moderne, le traitement retenu pour sa part est relativement orthodoxe. L'opportunité de consacrer un droit de l'intelligence artificielle suppose d'abord d'identifier la notion avant d'en apprécier le régime. Première partie de cette présentation, donc, la notion d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle emporte une inévitable analyse anthropomorphique. L'intitulé même de cette discipline impose la comparaison avec l'espèce humaine. Pour autant, est-ce à dire que intelligence humaine et intelligence artificielle sont substituables? La réponse à cette question
contrasté selon les disciplines considérées. Du point de vue biologique, il ne fait aucun doute que l'intelligence artificielle n'a rien de commun avec l'intelligence humaine ou même avec l'intelligence animale. Pour autant, l'approche peut être différente dans d'autres disciplines. Nous allons envisager cette question du point de vue économique, du point de vue des sciences cognitives, puis enfin du point de vue juridique. D'abord, du point de vue économique. Les études consacrées aux conséquences de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi prédisent qu'entre 10 et 50% des emplois qui sont aujourd'hui occupés par des personnes le seront par des machines intelligentes au cours des prochaines années. Si ces différentes études toutes s'accordent néanmoins sur sa réalité. Pour autant, ce phénomène est-il inédit? Le remplacement de l'homme par la machine s'est déjà opéré au XIXe siècle à l'occasion de la révolution industrielle. Néanmoins, l'observation des tâches qui sont confiées aux machines aujourd'hui sont différentes. À l'époque, seules les activités manuelles étaient concernées. Aujourd'hui, plus aucune profession ne semble à l'abri de cette nouvelle forme de concurrence. Les tâches intellectuelles sont exposées aux performances de l'intelligence artificielle. Sont de plus en plus concernés. Certains systèmes informatiques sont en mesure de diagnostiquer avec davantage de précision des tumeurs à partir d'échographies. Les professions juridiques sont également concernées. Les legal tech ambitionnent de remplacer les avocats, tandis que les logiciels de justice prédictif, comme le récent outil DataJust, font craindre une disparition progressive de la figure du juge du procès. Chaque fois, le raisonnement est sensiblement le même. L'intelligence artificielle est réputée moins coûteuse et plus performante. On en vient donc progressivement à apprécier les capacités de l'espèce humaine à l'aune de celles de son concurrent artificiel. Il apparaît donc que d'un point de vue économique, la multiplication des tâches confiées à l'intelligence artificielle semble attester qu'elle est substituable à l'intelligence humaine. Ensuite, qu'en est-il du point de vue des sciences cognitives? Tout l'esprit même de la discipline qu'est l'intelligence artificielle consiste à tenter de reproduire artificiellement, par divers procédés informatiques, l'intelligence humaine. Or, l'observation des tâches qui sont confiées à l'intelligence artificielle démontre bien que des systèmes informatiques sont en mesure de réaliser des missions qui supposent normalement l'intelligence de ceux qui les exécutent. Ainsi, les sciences cognitives peuvent nous éclairer sur la réalité des aptitudes de l'intelligence artificielle. La difficulté tient néanmoins sur ce point à l'absence de consensus scientifique. D'une part, certains auteurs sont partisans de la théorie de l'école de l'intelligence artificielle forte. Ces auteurs considèrent que l'intelligence humaine est réductible à la matérialité du corps humain. Ainsi, le cerveau serait seul responsable de l'ensemble des processus intellectuels, de sorte qu'aucune dimension de l'esprit humain n'échapperait à un fonctionnement cérébral ordinaire. À suivre cette analyse de l'intelligence humaine, rien ne s'oppose à ce que l'intégralité des capacités intellectuelles de l'espèce humaine puisse être reproduite par un système informatique. Ainsi, au-delà des aptitudes telles que le langage ou la compréhension, une machine pourrait également être douée de conscience ou d'émotion, de sorte que l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle seraient substituables. Cette doctrine n'est pas marginale. On compte parmi ses rangs d'illustres chercheurs comme Alan Newell, Marvin Minsky ou encore Herbert Simon. Pourtant, l'école peut faire l'unanimité du fait de son caractère absolutiste. D'autre part, donc, d'autres chercheurs sont partisans de l'intelligence artificielle faible. Ce courant, la machine ne saurait être intelligente au sens où l'être humain l'est. Les partis de cette doctrine abordent la discipline de manière plus pragmatique. L'idée que l'intelligence artificielle est similaire à l'intelligence humaine et estime que la comparaison n'est pas nécessaire pour permettre de produire les résultats escomptés. Cette absence de consensus quant à la définition de l'intelligence artificielle dans les sciences cognitives nuit inévitablement. Par conséquent,
le traitement juridique qui doit être réservé à l'intelligence artificielle en est lui-même affecté. En effet, les deux théories qui viennent d'être présentées ne sont pas juridiquement neutres. Plaider en faveur de l'intelligence artificielle forte, c'est postuler de l'existence d'une identité entre les facultés cognitives de l'homme et de la machine. Ainsi, les règles et concepts qui sont pensés en considération de l'intelligence humaine pourraient donc être appliqués mutatis mutandis à son homologue artificiel. Au contraire, se prononcer en faveur de l'intelligence artificielle faible suppose l'existence d'une différence de nature entre l'homme et la machine. Ainsi, dans les sciences cognitives, une première doctrine se prononce en faveur du caractère substituable de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle, tandis que la seconde la réfute. Juridiquement, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine sont-elles juridiquement substituables? Pour envisager cette question, encore faut-il identifier cette technologie. Si l'on tente d'insérer l'intelligence artificielle dans la summa divisio qui oppose les choses et les personnes, il apparaît évident que l'intelligence artificielle est un objet de droit. Néanmoins, cette seule qualification n'est pas totalement satisfaisante. On perçoit en effet que la seule qualification de système informatique ou de logiciel est insuffisante pour rendre compte de l'étendue des prouesses qui sont aujourd'hui permises par cette technologie. Si l'intelligence artificielle est bien une chose, c'est une chose que l'on pourrait qualifier d'hybride, dans la mesure où elle emprunte certaines caractéristiques de l'intelligence humaine. L'usage du calcul, de la compréhension ou encore du langage. Ou du moins, elles sont en mesure de simuler ces aptitudes. Ainsi, dans une certaine mesure, elles sont bien dotées d'une forme d'intelligence. En revanche, juridiquement, ces seules capacités ne suffisent nullement à rapprocher intelligence humaine et intelligence artificielle. Alors, juridiquement, l'intelligence artificielle est tout à la fois comme une forme d'intelligence diminuée et augmentée. D'une part, une intelligence diminuée. En effet, l'intelligence artificielle est en mesure d'imiter de nombreuses manifestations de l'intelligence humaine, certaines lui échappent nécessairement. Si une machine peut percevoir un signal et en déduire une conséquence, elle est en revanche inapte à en saisir véritablement le sens. Si elle est en mesure d'identifier les émotions humaines, celle-ci ne provoque jamais chez elle empathie ou émotion. L'intelligence artificielle est fondée sur des mécanismes seulement mathématiques. Ce qui est susceptible d'être calculé, lui, est accessible. En revanche, l'objectivité de ces lignes de code ne lui permet pas d'accéder aux dimensions subjectives que l'intelligence humaine recèle. L'intelligence artificielle n'a ni raison, ni conscience. Ce que certains qualifient d'intelligence émotionnelle lui est nécessairement étranger. Or, s'il est vrai que spontanément, le droit de s'en au carnet d'émotion ou à la conscience, la confrontation à une forme d'intelligence alternative qui en est dépourvue pourrait être l'occasion de découvrir en quoi de telles aptitudes humaines sont tacitement prises en compte dans notre ordonnancement juridique. Nous aurons l'occasion de l'intelligence artificielle n'est pas sans conséquence lorsque doivent lui être appliquées certaines règles de droit. D'autre part, une intelligence augmentée. La puissance de calcul des ordinateurs est sans commune mesure avec celle du cerveau humain. Lorsque l'intelligence artificielle se substitue à l'intelligence humaine, elle est en mesure d'exécuter les tâches qui lui sont confiées avec une efficacité parfois bien plus importante. Le système informatique n'est pas contraint par les limites de l'espèce humaine. Or, l'existence de performances qui dépassent l'entendement humain peut aboutir à des résultats que le droit n'a pas envisagés. Ainsi, les règles pensées en considération des capacités cognitives des personnes pourraient se révéler à réguler efficacement les excès de l'intelligence artificielle, qui risquent
troubler l'équilibre trouvé par le droit positif. De toutes les aptitudes de l'intelligence artificielle, sa capacité d'analyse prédictive est sans doute celle qui présente le plus grand nombre de dangers. La combinaison de bases de données massives à des algorithmes élaborés permet de mettre au jour des liens de corrélation jusqu'alors imperceptibles. Ainsi, l'intelligence artificielle peut deviner ce qui est et, plus encore, dans une certaine mesure, prédire ce qui va être. Évidemment, la fiabilité du procédé n'est pas absolue. Si l'analyse prédictive ne peut pas prédire le futur, elle permet néanmoins de réduire considérablement l'aléa. L'intelligence artificielle génère des perturbations chaque fois qu'elle réduit une nécessaire incertitude. De nouvelles menaces se manifestent. Elles concernent la protection de la vie privée ou encore la préservation des marchés. Les instruments normatifs pensés pour réguler les comportements humains peuvent alors être inefficaces. Il en va ainsi par exemple du droit des marchés financiers. En la matière, les autorités de régulation ont été confrontées à la pratique du trading haute fréquence, qui consiste à confier à des logiciels des tâches qui, en principe, relevaient des traders. Ces traders artificiels sont capables de conclure un volume d'opérations qui dépasse l'entendement humain. Ils peuvent opérer 1 million de secondes. La démesure de l'intelligence artificielle rend alors difficile son contrôle. Maintenant que les contours de l'intelligence artificielle ont été dessinés, il est temps à présent d'aborder le deuxième temps de cette présentation et d'envisager son régime juridique. L'identification des carences et des excès de l'intelligence artificielle que l'on vient de constater suppose de construire un régime juridique adapté. L'absence d'identité de ces deux formes d'intelligence peut appeler deux réactions du droit. D'abord, il convient de circonscrire le domaine de l'intelligence artificielle par ce que l'on pourrait qualifier d'ordre public de l'humanité. La première réaction du droit, donc, serait la limitation du domaine de l'intelligence artificielle. Les études consacrées aux conséquences de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi, précédemment évoquées, ont démontré que dans les milieux économiques, seule la technique borne les frontières de l'intelligence artificielle. Dès lors qu'une activité peut matériellement lui être confiée, rien n'exclut qu'elle le soit. À terme, on peut craindre que des fonctions toujours plus nombreuses lui soient confiées, emportant ainsi une forme de déshumanisation de la société. Il peut alors être utile de dresser une frontière entre les tâches qui peuvent être confiées à la machine et celles qui doivent nécessairement relever de la personne humaine. Je propose alors d'identifier un domaine exclusif à l'intelligence humaine et un domaine partagé entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Le domaine exclusif de l'intelligence humaine d'abord. Ici sont envisagées les activités qui peuvent en aucun cas être confiées à l'intelligence artificielle. Ces actions pourraient être justifiées soit par les carences, soit par les précédemment envisagées. Par exemple, certaines activités supposent nécessairement la conscience de ceux qui les exercent. C'est particulièrement le cas pour les activités juridictionnelles. En aucun cas, la figure du juge ne doit s'effacer derrière un procédé informatique aussi sophistiqué soit-il. C'est déjà la logique qui animait la loi informatique et liberté du 1978, qui dès cette époque interdisait que soient prises des décisions produisant des effets juridiques sur la seule base d'un traitement automatisé de données. Dans un autre registre, ces mêmes raisons pourraient justifier l'interdiction des systèmes d'armes létales autonomes, qui visent à remplacer des soldats par des dispositifs dotés d'intelligence artificielle, tels que des drones. Dans d'autres hypothèses, ce sont les excès de l'intelligence artificielle qui doivent justifier que l'on exclue son utilisation. La puissance de calcul de ces machines leur permet de produire des résultats qui dépassent l'entendement humain et qui accentuent ou créent de nouvelles menaces. C'est particulièrement les menaces pour la vie privée et plus généralement les droits fondamentaux qui sont en cause.
L'exemple de la reconnaissance faciale en Chine et la pratique du social ranking en offrent une parfaite illustration. Là encore, il est nécessaire d'exclure catégoriquement l'emploi de l'intelligence artificielle, tant les menaces qu'elle génère sont importantes. Le domaine partagé par l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ensuite. Les domaines dans lesquels l'utilisation de l'intelligence artificielle doit être purement et simplement exclue relèvent de l'exception. Par principe, l'usage de cette technologie doit être licite. Néanmoins, dans cette situation, la préservation d'un ordre public de l'humanité, destiné à prévenir une déshumanisation de la société, suppose encore de consacrer des principes généraux pour éviter de telles dérives. Ici est d'envisager quelques règles fondamentales applicables en toute situation. J'en ai plusieurs. Par exemple, peut être envisagé un principe de compétence, au terme duquel la personne qui recourt à l'intelligence artificielle doit elle-même disposer des compétences nécessaires pour prendre la décision. Ainsi, l'usage d'un système expert destiné à formuler un diagnostic médical est autorisé seulement pour un médecin qui serait lui-même en mesure de formuler ce diagnostic. En l'absence de ce principe de compétence, le risque est que l'on s'en remette systématiquement au choix de l'intelligence artificielle sans en discuter le bien fondé, faute de disposer des compétences nécessaires. Un autre principe qui peut être envisagé serait le principe de transparence. Les faits révélant des biais d'intelligence artificielle ne cessent de se multiplier. C'est l'un des risques majeurs auxquels nous expose cette technologie. Aussi, il peut être utile d'imposer un tel principe de transparence pour faciliter le constat de tels biais, sans que ce seul principe soit suffisant pour écarter les dangers ici envisagés. La loi pour une république numérique a introduit un certain nombre d'obligations en droit français qui vont en ce sens, et notamment a imposé un certain nombre d'obligations à l'administration et des obligations qui confinent à un véritable devoir de transparence qui est particulièrement étendu et qui semble relativement avant-gardiste. D'autres principes peuvent encore être envisagés et pourraient donner lieu à une discussion ultérieure, comme un devoir de neutralité pour éviter les manipulations, un devoir de moralité ou encore un devoir de rendre des comptes pour les personnes qui recourent à l'intelligence artificielle. Cette liste de principes pourrait encore être discutée. L'idée est à terme d'envisager une forme de droit commun de l'intelligence artificielle applicable dans tous les domaines, peu importe la nature du procédé en cause ou son domaine d'application. Disant que le domaine de l'intelligence artificielle a été circonscrit, j'en viens au dernier de cette présentation pour envisager l'adaptation des règles de droit pensées pour la subjectivité humaine à l'objectivité de l'intelligence artificielle. Sans attendre à dire, l'intelligence artificielle s'est largement répandue dans la société. Son usage donne quotidiennement lieu à des actes et à des faits juridiques. Alors, encore faut-il s'assurer que les outils normatifs actuels sont suffisants pour appréhender l'activité de l'intelligence artificielle. À ce stade, on peut penser que certaines caractéristiques de cette technologie, telles que son défaut de conscience ou de volonté, sont de nature à susciter des difficultés. Pour prendre conscience justement de ces difficultés, je vais commencer par vous présenter une affaire dont a eu à connaître la Cour de cassation en 2013. L'intelligence artificielle donne le plus souvent lieu à un raisonnement prospectif. Une fois n'est pas coutume, nous avons la chance d'avoir un arrêt qui est particulièrement instructif et révélateur des difficultés générées par cette technologie. Dans un arrêt du 19 juin 2013, la première chambre civile a été saisie d'un litige qui concernait le service Google Suggest. Vous savez, c'est le service qui est proposé lorsque l'on commence à taper une recherche sur Google et qui tente de déduire votre recherche. Elle va donc formuler des suggestions qui vont s'afficher. À cette occasion, plusieurs suggestions sont formulées et les résultats sont parfois surprenants. Il arrive que certaines suggestions soient plus problématiques que d'autres,
notamment lorsque des termes peu élogieux sont accolés au nom des personnes physiques ou aux dénominations sociales d'une société. C'était justement le cas dans cette affaire où, lorsque l'on entrait la dénomination sociale d'une société, était suggéré immédiatement le terme escroc, accolé à celle-ci. La personne morale a entendu agir sur le terrain des délits de presse et se prétendait victime d'une injure. Les juges du fond ont fait droit à sa demande, estimant que la société Google et son directeur de publication étaient responsables des propos en cause. La Cour de cassation va sombrer l'arrêt d'appel et décrire de manière très convaincante le procédé informatique à l'œuvre. Je vais vous faire lecture de l'attendu qui est particulièrement instructif. Selon la première chambre civile, la finalité aboutissant au rapprochement critiqué, un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats. De sorte que l'affichage des mots-clés qui en résultent est exclusif de toute volonté de l'exploitant du moteur de recherche d'émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur seule juxtaposition. Quel enseignement tirer de cet arrêt? D'une part, la Cour de cassation acte l'autonomie. Il n'est pas possible d'imputer à la société qui exploite le logiciel des propos qui ont été générés de manière autonome, sans intervention humaine. D'autre part, à l'évidence, le défaut de personnalité juridique de l'intelligence artificielle, de même que son absence de conscience, exclut que lui soit imputé le délit d'injure. Si on tente de dépasser cette affaire pour envisager plus largement le régime juridique de l'intelligence artificielle, quelle conclusion peut-on en tirer? La responsabilité de la société Google n'a pas été retenue sur le fondement de la... mais d'autres cas de responsabilité auraient potentiellement pu permettre d'obtenir la condamnation de la société. Ici, c'est le recours à un délit intentionnel qui justifie l'échec de l'action. En effet, l'objectivité des procédés qui permettent le fonctionnement de l'intelligence artificielle n'est pas compatible avec la subjectivité de l'intention en matière pénale. Plus généralement, on peut penser que chaque fois que des instruments normatifs ont été conçus en considération de la subjectivité de l'intelligence humaine, leur application à l'intelligence artificielle sera difficile, voire impossible. De nombreuses disciplines sont concernées par cette difficulté. Prenons quelques exemples. D'abord, on peut envisager le droit d'auteur. Des logiciels d'intelligence artificielle sont capables de faire œuvre de création de manière autonome. Il peut s'agir d'œuvres graphiques. Par exemple, le 26 octobre 2018, un tableau entièrement réalisé par une intelligence artificielle a été vendu pour la première fois chez Christie's pour 350 000 $. Il peut également s'agir d'œuvres musicales. Ainsi, en Belgique, une société de gestion collective des droits a admis l'enregistrement de compositions réalisées entièrement par des intelligences. La question est certaine. S'agit-il pour autant d'œuvres de l'esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle? Plusieurs difficultés sont de nature à faire obstacle à une telle qualification. Par ailleurs, c'est la condition d'accès à la protection qui pose question. Les œuvres de l'esprit sont protégées à la condition d'être originales. Or, cette condition suppose traditionnellement l'empreinte de la personnalité de l'auteur. C'est une condition éminemment subjective qui vraisemblablement est incompatible avec l'objectivité de l'acte créatif accompli par l'intelligence artificielle. Si la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de définir cette condition d'originalité de manière plus objective, on peut penser que même cette définition objective n'est pas compatible avec le procédé en cause. Ensuite, après le droit d'auteur, on pense encore par exemple au droit de la concurrence, et plus particulièrement à la prohibition des ententes. Les ententes sont envisagées en droit interne par l'article L420-1 du Code de commerce et en droit de l'Union européenne à l'article 81 TFUE. À l'issue de ces textes,
L'entente peut être envisagée comme un accord entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La caractérisation suppose notamment d'identifier un accord ou une pratique concertée, c'est-à-dire une volonté de collusion entre les opérateurs économiques. Cette condition peut faire défaut lorsqu'il est question d'intelligence artificielle. Ainsi, par exemple, des algorithmes tarifaires sont utilisés pour analyser le marché et adapter les prix de manière autonome. De tels outils peuvent aboutir à des comportements parallèles. Pour autant, on ne peut pas identifier d'intention collusive de l'intelligence artificielle, et du fait de son autonomie, il peut être difficile de rechercher l'intention des personnes qui l'ont conçu ou qui en ont l'usage. On voit alors que les difficultés se rapprochent de celles rencontrées sur le terrain de l'injure et de la diffamation, et plus généralement sur le terrain du droit pénal. D'autres disciplines pourraient encore être évoquées, le droit des contrats, qui se fonde sur la volonté contractuelle, dans une certaine mesure également, le droit de la responsabilité civile connaît des difficultés du fait des caractéristiques singulières de l'intelligence artificielle. Globalement, chaque fois qu'un droit se fonde sur une dimension subjective de l'intelligence humaine, qui fait défaut à l'intelligence artificielle, des difficultés pourront se manifester. Comment résoudre ces difficultés? La solution la plus appropriée consisterait sans doute à procéder à une objectivisation des instruments normatifs pour les rendre compatibles avec l'intelligence artificielle. Pour autant, est-ce une voie qui doit nécessairement être retenue? Si on optait pour ce choix, on risquerait de dénaturer certaines institutions juridiques sous prétexte de les rendre compatibles avec l'intelligence artificielle. C'est pourquoi il me semble qu'il faut se garder de toute proposition systématique et agir au cas par cas selon les disciplines concernées. Par exemple, une démarche d'objectivisation risquerait de trahir l'esprit même qui gouverne le droit d'auteur. En toute hypothèse, il semble difficile de maintenir le statu quo. Lorsque les instruments normatifs inadaptés à l'intelligence artificielle font de la reconnaissance de droit, comme en matière de droit d'auteur ou en matière de droit des contrats, le statu quo prive seulement l'utilisateur de l'intelligence artificielle d'un avantage. Sanctionne la violation d'un devoir, l'inadaptation des outils normatifs peut aboutir à une forme d'impunité. Il en va ainsi de l'injure ou de la diffamation, ou éventuellement des ententes, pour lesquelles l'absence d'instruments normatifs appropriés laisse subsister des comportements qui seraient sanctionnés s'ils avaient été accomplis par une personne. Pour conclure, reprenons l'interrogation qui a été formulée au début de cette intervention. L'intelligence artificielle suppose-t-elle une évolution ou une révolution du droit? Fidèle à mes origines, je vais me permettre une réponse de Normand et affirmer que la réponse se trouve sans doute entre ces deux extrêmes. Vraisemblablement, il n'y a pas de vide juridique. Le droit positif dispose d'ores et déjà de nombreux instruments pour se saisir de l'intelligence artificielle. Et à cette occasion, on peut saluer la performance, notamment du droit français, dont les outils sont suffisamment malléables pour s'adapter sans cesse à de nouveaux défis et de nouvelles difficultés juridiques. Pour autant, on ne peut pas nier que cette technologie suscite de nouveaux défis et qu'il existe plusieurs angles morts du droit, pour lesquels le droit positif ne permet pas une régulation efficiente et suffisante de cette technologie. Ce qui appelle donc une mobilisation des juristes, sans nécessairement révolutionner le droit, mais pour adapter celui-ci aux caractéristiques singulières de cette nouvelle forme d'intelligence. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher Samir, merci de cette présentation. Donc on est rassuré, la situation n'est pas aussi catastrophique que cela. Il n'y a pas de vide, il y a des angles morts, mais on a ce qu'il faut, en tous les cas, au moins pour commencer, et puis éventuellement trouver des moyens d'adapter ça et là des questions relatives à l'intelligence artificielle. Alors d'abord, je vais
Très rapidement, céder la parole à Marilyn Grange, qui s'intéresse justement à ces questions de normes, de régulation, d'approche normative, d'intensité et de niveau aussi. À quel niveau faut-il réguler? Est-ce que c'est au niveau européen? Est-ce que c'est au niveau international? J'ai une petite idée de la réponse, mais je veux pas entamer les discussions. Donc Marilyn, je te laisse la parole. Merci, je te remercie Mouna, je vous remercie Monsieur Merabé pour votre présentation. Et donc je te remercie Mouna parce que tu m'as enfin donné l'occasion de prendre le temps de lire cette thèse, parce qu'effectivement nous en parlons depuis un moment, nous en entendons parler depuis effectivement 2 ans, mais au moins ça m'a obligé, bon sens du terme, prendre le temps pour lire cette thèse que j'ai trouvée à la fois impressionnante et passionnante. Je m'explique, impressionnante par la richesse de votre étude. C'est assez rare, mais dans votre thèse, vous en appelez à la fois à l'anthropologie, à la philosophie, à la biologie, à la neurologie, évidemment également au droit, et même pour le droit, vous couvrez, en tout cas de mon point de vue, quasiment tout le champ du droit privé, à la fois les contrats, le droit d'auteur, enfin vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je ne m'aventurerai pas sur ces champs qui ne sont pas les miens, je laisserai mes camarades en discuter avec vous, mais c'est vraiment très impressionnant et instructif pour le lecteur. Vous parlez également vous avez recours à la mythologie. Vous citez également à la fois Descartes, Kelsen et même Darwin. Donc c'est vraiment très impressionnant par le champ couvert. Et passionnant parce que la lecture de votre thèse, parce que j'ai lu la version thèse et pas ouvrage, mais la lecture de votre thèse a constitué pour moi un voyage passionnant. Et en ces temps confinés, c'est quand même plutôt appréciable, parce que vous amenez le lecteur à s'interroger, à réinterroger beaucoup de concepts du droit, que ce soit en droit public ou en droit privé. Et vous avez une démarche prospective, constructive, qui est vraiment très très intéressante. Et à mon avis, quelle que soit la spécialité du lecteur. Et c'est très rare en matière de lecture d'articles sur l'intelligence artificielle. C'est assez rare de trouver des études qui soient aussi constructives, passionnantes et riches. Alors, je vous rejoins sur les enjeux qu'il y a à identifier le droit applicable pour l'intelligence artificielle afin de ne pas laisser un développement scientifique débridé, que le droit ne se retrouve pas, comme trop souvent, à courir après la technologie, à essayer d'anticiper un petit peu les choses et surtout à ne pas arriver après que cette IA soit trop installée dans les usages, dans les mœurs, vous le dites, lorsqu'une technologie est trop présente et, j'allais dire, adoptée par les usagers, dès lors, une nouvelle législation qui viendrait en interdire l'usage ne serait pas comprise et donc pas appliquée. Donc ça, c'est vraiment intéressant, pour autant, sans bloquer le développement de cette IA, parce qu'elle est utile, tout au moins certaine, et elles peuvent être un outil, je crois qu'il y a un petit problème de son, d'une connexion, elle peut être un outil très appréciable, donc il ne faut pas bloquer son développement. Donc là, je vous rejoins complètement sur cela. Vous avez une démarche très intéressante qui conduit à s'interroger, vous l'avez indiqué dans votre propos, pour savoir s'il faut créer un nouveau droit ou s'il faut adapter l'existant. Et alors, je serais plutôt pour l'option d'adapter de façon générale plutôt que de créer absolument un droit nouveau, parce que simplement l'adapter permet d'éviter les risques qu'on a à tout à coup créer de toutes pièces un nouveau droit, sauf quand c'est impossible, et c'est précisément ce que vous faites et ce que vous démontrez, particulièrement dans la troisième partie de votre thèse, et donc ici encore, c'est vraiment particulièrement intéressant. Spécialement en droit privé, mais là encore, c'est très intéressant de mon point de vue. Je n'ai pas du tout les compétences pour apprécier le fond, mais c'est vraiment très intéressant ce que vous évoquez là. Vous n'avez pas forcément insisté dans votre propos, mais vous ne pouviez pas parler de tout sur la création d'un nouveau droit des contrats électroniques, etc. Donc tout ceci, j'ai vraiment trouvé ça intéressant.
Pour ma part, j'aimerais plutôt engager la discussion sur ce qui relève de cet ordre public de l'humanité dont vous avez parlé. Alors, il y a plusieurs micros qui sont ouverts. Je ne sais pas si vous entendez aussi, ça brouille. C'est très intéressant parce que donc là c'est plus, je le dis à toutes fins utiles pour les lecteurs, votre partie 2 qui est très riche sur cette identification de l'ordre public d'humanité. C'est très intéressant parce que vous révélez très bien que l'intelligence artificielle, paradoxalement, alors je crois que tu peux couper le micro, Mouna, de la personne qui le fait pas. C'est un peu gênant. Donc, je disais que cette intelligence artificielle, paradoxalement, vous le révélez très bien, amène à s'interroger sur ce qui est essentiel pour l'humain, voire même à ce qui caractérise l'humanité. C'est-à-dire que réfléchir à l'intelligence artificielle, vous nous amenez à nous interroger sur finalement ce qui caractérise l'humanité. Et ça, je trouve la démarche très intéressante. Et vous le faites très bien en comparant précisément l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et c'est très intéressant et c'est rassurant de mon point de vue parce que finalement vous montrez que l'humain a encore une plus-value quand même à préserver, qu'il n'est pas remplaçable pour tout et votre travail conduit à essayer de dégager cet ordre public d'humanité. Et j'aimerais engager la discussion avec vous sur le fait que, donc on pourrait discuter de la terminologie, mais là c'est pas l'idée, mais surtout sur l'idée que je trouve vraiment intéressante que vous développez, qu'il faut interdire certaines activités à l'IA qui devraient être exclues pour l'IA parce qu'elles seraient trop empreintes d'humanité ou parce qu'elles vont au-delà d'un simple calcul ou d'un simple besoin de puissance, où là l'IA est tout à fait adaptée, mais pour des activités qui vont au-delà. Et donc, ça m'amène à vous interroger sur le contenu de cet ordre public. Vous avez indiqué qu'il faudrait exclure des choses, mais quel serait le contenu de cet ordre public d'humanité? Quelles sont ces activités qu'il faudrait réserver à l'humain et donc en exclure l'IA, puisque vous avez mentionné certains aspects, notamment en matière de justice, mais c'est pas tout le champ de la justice qui serait interdit à l'IA, on le voit déjà. Donc, quelles seraient ces activités qu'il faudrait réserver à l'humain, à l'humanité et qui ne, voilà, sans l'IA? Alors déjà, je vous remercie pour vos retours. Bien que j'ai soutenu ma thèse depuis un peu plus de 2 ans, j'ai toujours une certaine appréhension à être lu par les autres. Donc, je vous remercie pour vos retours. Alors, vous avez mis le doigt sur ce qui est sans doute l'angle mort de ma thèse, parce que il y a cette proposition d'ordre public de l'humanité qui spontanément renvoie à une certaine réalité, et puis qui ensuite, lorsqu'on est semble un peu plus difficile à saisir. Et en fait, c'est la traduction d'un certain malaise que je ressens moi-même avec cette proposition, qui est qu'en fait, il y a d'une part ce qui relève de la politique juridique, donc le souhait d'exclure l'intelligence artificielle d'un certain nombre d'activités parce que elle serait dangereuse, et puis en même temps une sorte de principe de réalité qui fait que j'ai bien conscience que en pratique ce sera extrêmement difficile de l'exclure totalement. C'est la raison pour laquelle l'ordre public de l'humanité, il se décompose en 2 éléments. C'est d'abord le domaine exclusif, donc je vais y revenir sur les activités qui devraient être réservées, et puis en réalité c'est surtout toutes les autres règles, donc les principes généraux du droit de l'intelligence artificielle qui devraient gouverner son utilisation, qui eux aussi en fait concourent à cet ordre public de l'humanité. Donc l'ordre public de l'humanité, ce n'est pas seulement un domaine exclusif à l'intelligence humaine, c'est aussi des règles d'ordre public qui devraient s'appliquer lorsqu'on a recours à l'intelligence artificielle. Ensuite, sur les activités à proprement parler qui ne devraient être réservées qu'à l'intelligence artificielle, je raisonne plutôt par l'exemple plutôt que par la systématisation. Donc, il y a effectivement l'activité juridictionnelle. J'essaye de démontrer quelles sont les décisions qui pourraient éventuellement être déléguées à des machines, c'est-à-dire celles pour lesquelles on a une forme de compétence liée et qui ne donnent pas lieu à une interprétation de la part du juge, et puis les autres. On peut penser également éventuellement à l'activité médicale et à la relation de soins entre le médecin et son patient. Mais systématiquement, ce sont des exemples qui sont ponctuels parce que, en réalité, ça devrait relever de l'exception. Et donc, il n'y a pas énormément de domaines dans lesquels on aura une exclusion totale et absolue. Et
au-delà de la matière médicale, de la matière juridictionnelle, éventuellement de l'activité de conseil pour les avocats également pour une partie de leur fonction qui suppose nécessairement les qualités qui sont ceux du serment d'avocat et qui ne peuvent pas se retrouver auprès d'une machine, eh bien, les activités concernées sont... Oui, c'est très difficile parce qu'on peut penser spontanément, on se dit, bon, alors peut-être que ce sont les activités régaliennes, mais dans les activités régaliennes, l'État a besoin aussi de l'IA et ce serait se priver d'un outil très utile. Vous avez parlé dans votre propos des fameux SALA, les robots tueurs, hein, comme on les appelle, qui entraînent effectivement beaucoup de débats, notamment en droit international, qui n'existent pas quand même, faut rassurer, hein, ils n'existent toujours pas complètement, mais pourquoi pas interdire ces robots tueurs? Pour autant, interdire l'intelligence artificielle dans les conflits armés, c'est se priver d'un moyen d'épargner des vies, puisque si on envoie des robots sur le théâtre de guerre, on préserve aussi les vies des soldats. Donc c'est pas simple, hein, d'identifier des activités, puisqu'effectivement il y a quand même beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, donc on peut pas se priver de l'activité. Et pour autant, oui, donc ça. Il faut essayer de la réguler. C'est toute cette difficulté. Donc je comprends, mais parce que vous dites votre un point mort de votre thèse, mais c'est parce que votre thèse précisément nous amène à en vouloir encore plus. Et c'est très intéressant cette idée de créer cet ordre public d'humanité, mais donc on voudrait déjà qu'il soit presque construit et substantiel. Et c'est, je pense que c'est plus ça. Sur la justice, parce que je n'ai pas regardé le temps du début. Je suis désolée, Mouna, je suis pas disciplinée, donc j'ai pas vu le début. Mais donc je laisse le champ de la justice à ma collègue qui, je pense, reviendra plus sur ces aspects-là. Pour en venir précisément, je rebondis sur ce que vous avez dit sur les principes généraux du droit, qui sont là aussi vraiment un apport très intéressant de votre travail, pour précisément écarter le danger. Vous proposez de créer des principes généraux du droit pour écarter le danger, et je vous rejoins complètement sur ce besoin de principes communs. On ne peut pas créer des principes pour chacune des IA ou chacune des matières, ce serait trop compliqué à réguler précisément. Donc l'idée d'identifier des principes communs, je trouve ça très intéressant, et j'en retiendrai deux. Alors ça tombe bien parce que c'est ceux sur lesquels vous avez éventuellement appelé à la discussion. Ce sont les principes de neutralité et de moralité. Vous suggérez de développer ces principes généraux de neutralité, donc l'idée selon laquelle l'IA devrait être conduite par un principe de neutralité. On retrouve le même principe dans un champ que je connais mieux, dans le cyberespace. C'est-à-dire que sur Internet, il y a eu ce principe selon lequel on avait une neutralité d'Internet, c'est-à-dire que Internet ne doit pas être utilisé plus pour telles opinions, qu'il doit y avoir une liberté des opinions. Et c'est ce même concept que vous reprenez pour l'IA, l'idée que l'IA ne doit pas, on doit pouvoir laisser ce principe de neutralité dans l'utilisation de l'IA. Sauf que sur Internet, on en revient un petit peu, ce principe de neutralité, parce que laisser cette neutralité absolue, préserver une neutralité absolue d'Internet, eh bien, ça laisse libre cours aussi à la tenue de discours haineux, d'appels à de la discrimination, par exemple, et qu'on ne peut pas interdire précisément parce qu'il y a une neutralité sur Internet où toutes les opinions sont possibles. Donc, moi, je vous rejoins sur cette idée de neutralité. Il ne faut pas que ce soit orienté. Et pour autant, on en perçoit aussi les dangers dans un autre domaine. Alors, on voit se développer, c'est presque les seuls outils, on voit se développer, notamment, pour rebondir sur ce que disait Mouna à l'échelle européenne ou internationale, sur l'éthique, hein, ce qui rejoint un petit peu aussi cette question de neutralité. Les outils normatifs qui sont créés s'attachent beaucoup à cette question d'éthique, de respect, de non-discrimination. Je pense que ça rejoint un petit peu cette question sur la neutralité. Et j'enchaîne juste avant de vous laisser rebondir sur ce point, sur ce principe de moralité aussi, qui m'a, je vous le cache pas, un peu intriguée. Cette idée selon laquelle il faudrait imposer un principe de moralité à l'IA, alors que je suis pas sûre qu'on l'impose toujours aux humains. Mais donc on voudrait imposer quelque chose, un comportement moral à cette IA. Sauf que si on pousse jusqu'au bout, et vous le faites en partie, vous l'évoquiez, admettons, enfin, si j'ai bien compris, vous semblez dire que ce serait au législateur de le faire, puisque c'est au législateur plutôt on peut décider ce qui est moral ou non. Et donc, si on pousse jusqu'au bout en exemple pratique, ça serait le législateur qui devrait dire
Donc, ce qui est moral ou non dans l'activité de l'IA, et donc si on pousse plus loin, j'en appellerais, vous en parlez à l'image du tramway, du fameux tramway qu'on utilise aussi en matière de véhicules autonomes, cette idée que le véhicule autonome doit être paramétré pour être capable de faire les choix, notamment si, alors qu'un obstacle surgit devant le véhicule autonome, l'IA, le véhicule autonome, doit savoir s'il protège le passager, donc le propriétaire, admettons, de la voiture, ou en allant tout droit écraser l'enfant qui passe là, ou en allant à gauche écraser le SDF qui passe par là. Et donc, évidemment que l'humain fait ça instinctivement, on ne veut pas forcément savoir quel choix il fait, mais l'idée, ce serait que l'IA, le véhicule autonome, serait paramétré pour faire le bon choix. Et donc, si on rebondit sur ce que vous évoquiez sur ce principe de moralité, ça serait le législateur qui devrait dire par avance qui on sauve entre le SDF, l'enfant ou le propriétaire du véhicule. Et donc, si on pousse la logique jusque-là, ça nous amènerait quand même à ça. Et je ne suis pas certaine d'avoir envie de voir le législateur décider quelle vie doit être sauvée. Donc, comment faire, hein, comment faire dans ce cas-là? Ça pousse très loin, hein, cette question du tramway ou du véhicule autonome. Là, ça amène quand même à se poser des questions. On n'est pas sûr du choix qui serait fait selon qu'on est dans la rue devant cette voiture ou à l'intérieur, de savoir ce que on souhaiterait que le législateur ait fait comme choix en la matière. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Désolé pour cet intermède, c'est ce qui m'arrive presque tous les jours lorsque je dois faire court. J'imagine qu'on a tous expérimenté les mêmes difficultés techniques. Concernant la neutralité, en fait, et la réponse sera un peu la même pour la moralité, j'évoque un certain nombre de difficultés et puis parfois je n'arrive pas à les résoudre parce qu'il y a ce qui relève de la pétition de principe, un objectif qui semble satisfaisant et séduisant, et puis ensuite, à l'épreuve, la réalisation s'avère parfois plus complexe qu'autre chose. Concernant la neutralité, je suis d'accord que on ne peut pas permettre une neutralité absolue, et c'est pour ça que j'arrive en fait à la fin plutôt à une forme de neutralité négative qui pourrait prendre la forme en fait de sorte de liste de clos, de grises et noires, de critères qui devraient être systématiquement prohibés, d'autres qui pourraient être pris en compte par le logiciel, mais dans ce cas-là avec une éventuelle motivation ou justification pour prévenir des dangers. Parce que de toute façon, configurer une intelligence artificielle, c'est nécessairement effectuer des choix, ça suppose de discriminer, donc il ne peut pas y avoir neutralité absolue. Donc l'idée serait plutôt une forme de neutralité négative que positive, et donc certains critères exclus par principe, d'autres éventuellement qui ne le seraient pas. Et là, ça rejoint le principe de transparence parce qu'il faudrait avoir ces informations pour pouvoir prendre conscience ou non de ce qui est autorisé ou non. Ensuite, concernant le principe de moralité, alors effectivement, ça peut surprendre, et moi le premier, parce que la conjugaison du droit et de la morale, c'est a priori toujours surprenant, voire plutôt inquiétant. Et donc, vous évoquez la question du fait que potentiellement on ne l'exige même pas des personnes et qu'on se retrouve à l'exiger de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est justement parce que l'intelligence artificielle n'est pas en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal, est hermétique à certains modes de régulation qui relèvent en fait du non-droit pour les hommes et enfin les personnes humaines et qui ne sont pas accessibles à l'intelligence artificielle, que cette exigence de morale pourrait être imposée là où on ne saurait l'exiger des sujets de droit. Donc c'est ce qui explique qu'on puisse en attendre davantage de l'intelligence artificielle que des personnes humaines. Ensuite, le choix de la morale, éventuellement, on aurait pu se trouver sur le terrain de l'éthique, mais j'ai essayé de démontrer que l'éthique aujourd'hui était utilisée comme une forme de morale atténuée et que ici, on était bien dans des hypothèses où, d'un point de vue assez pragmatique, il faut faire la distinction entre le bien et le mal, si tant est que ce soit possible. Ensuite, sur la faisabilité de ce principe, là, effectivement, encore une fois, c'est relativement complexe. Je partage votre avis sur ce qui serait l'inquiétude d'une morale d'État qui serait imposée. Et en même temps, je pense que l'absence de toute intervention, c'est dans ce cas-là permettre aux opérateurs privés de déterminer eux-mêmes leurs propres standards moraux lorsqu'ils configurent l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas nécessairement une voie qui est plus satisfaisante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'envisager une forme de co-création de la norme qui pourrait prendre divers modes de construction du droit, éventuellement le recours à la compliance pour associer à la fois la société civile, le législateur et puis également les opérateurs économiques dans la création de ces normes.
si tant est qu'un choix puisse être possible. Et donc, je vous rejoins sur le dilemme du tramway, celui des véhicules autonomes. On peut penser qu'en réalité, potentiellement, le choix le plus moral qui soit, ce soit celui de ne pas choisir. Et c'est effectivement éventuellement la solution à laquelle il faudrait que on aboutisse. Alors, je prends un exemple à ce propos qui est celui de l'attribution des greffons en matière d'organes. J'ai découvert ça à l'occasion de ma thèse. Il y a une liste qui est établie par les pouvoirs publics avec des critères sur la manière dont on doit attribuer cette ressource rare lorsque un choix doit être effectué. Et donc, ça démontre que les pouvoirs publics sont parfois en mesure de déterminer qui doit vivre ou mourir malheureusement en fonction de critères qui semblent relativement objectifs. Et je conçois qu'effectivement, ça puisse paraître dangereux. En revanche, je me demande si l'inaction, ce n'est pas laisser à d'autres le soin d'effectuer ces choix qui seront inévitables. Et donc là, j'avoue que ma position n'est pas totalement arrêtée. C'est un problème qui est si complexe que je pense que on pourrait gloser longtemps sur le sujet. Et à mon avis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, sans doute une qui serait plus acceptable qu'une autre. Oui, merci. Oui, merci. Tout à fait. C'est loin d'être évident, mais c'est justement, enfin voilà, vous soulevez tous ces aspects où on se pose soi-même la question, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de toujours entendre la réponse. En tout cas, celle qui nous conviendrait le moins. Mais donc il y aurait plein d'autres éléments, mais je vais laisser la parole à mes collègues sur d'autres aspects. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, Marine. Marianne Cotin. Je te laisse la parole. Je mets en route le son. Oui, merci Mouna, et puis merci effectivement à Monsieur Mérabet pour ses travaux, et puis l'occasion qui nous a été donnée de lire la thèse qui moi aussi m'a beaucoup intéressée. Alors juste peut-être une petite précision pour vous expliquer d'où je parle. Hein. Je suis processualiste de droit privé et j'ai beaucoup travaillé sur l'analyse empirique de contentieux. Donc pendant des années dans le cadre du CERCRID, j'ai bossé sur des gros corpus de décisions, 2000, 5000, et d'analyse donc voilà de contentieux pour savoir comment les règles sont mobilisées par les acteurs et comment les juges du fond essentiellement les appliquent. Donc et c'est à la suite de ces travaux, et quand on a commencé à parler de justice prédictive, d'analyse automatique de décisions de justice, je me suis intéressée à ces questions pour savoir si les machines allaient pouvoir faire le même travail que nous, et si on allait pouvoir se mettre au chômage au CERCRID, et voilà, ou alors quelles données pouvaient être éventuellement extraites de façon un petit peu automatique. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressée à la justice prédictive, et du coup, c'est vrai que dans votre thèse, c'est plutôt sur ces aspects-là de l'intelligence artificielle qui m'ont intéressée. Et donc, j'ai d'abord beaucoup aimé les précautions que vous avez prises, à la fois sur la définition de l'intelligence artificielle et toute votre première partie sur qu'est-ce qui relève de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui relève d'un algorithme automatique, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et puis surtout que voilà, votre thèse, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, beaucoup d'articles rédigés. Et oui, vous êtes un peu, mais je crois que c'est Mouna qui a utilisé le terme de pionnier, mais c'est vrai, il y a pas mal de choses qui depuis ont été rédigées. Et alors, la première remarque, moi, que j'aurais, c'est une remarque presque d'ordre terminologique, c'est-à-dire que, comme je viens de le dire, vous avez pris beaucoup de soin à définir les termes entre robots, intelligence artificielle ou d'autres algorithmes, etc. Et puis, j'ai été un peu surprise, du coup, sur l'utilisation de ce terme de justice prédictive que vous avez utilisé et qui aujourd'hui est un petit peu, voilà, qu'on a plutôt tendance à rejeter en disant que ce n'est pas de la justice prédictive. Et ma première question serait celle de savoir si aujourd'hui, si vous rédigiez votre travail aujourd'hui, vous utiliseriez toujours cette notion-là et ce terme de prédictive pour désigner cette justice et ce traitement automatisé des décisions de justice. Alors, effectivement, je pense que ça, c'est une partie qui a dû être écrite il y a à peu près 3 ans, à l'époque où le terme était celui qui était le plus en vogue, même si à l'époque déjà commençait à voir le jour des interrogations sur la véritable nature de ce procédé, parce qu'effectivement, il semble paradoxal d'appeler ça justice prédictive lorsqu'en fait, on effectue une sorte d'extrapolation à partir de données antérieures. Donc,
Le terme, effectivement, est éventuellement un peu déceptif. En revanche, j'ai toujours à cœur d'éviter une trop grande disparité entre l'emploi d'une qualification et le traitement qu'on est susceptible d'en donner. L'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. Le terme est parfois un peu contesté, mais dès lors que le terme s'est imposé de manière usuelle et est devenu la désignation de la technique, je pense qu'il est préférable d'éviter que subsistent des différences terminologiques. Là, en l'occurrence, le terme n'est pas encore suffisamment installé pour qu'on puisse éventuellement le contester. Alors, je vois ce qui est susceptible de faire difficulté avec le terme de prévisible. En revanche, je ne suis pas certain qu'il masque totalement les problèmes sous-jacents. Donc, il est effectivement ouvert à la discussion. Je le réutiliserai peut-être pas en tant que tel parce que je vois les difficultés, mais elles me semblent pas je pense que les difficultés terminologiques ne sont pas de nature à tronquer la réalité de la difficulté qu'on est susceptible de rencontrer. Enfin, en tout cas, on voit bien ce que vous mettez derrière. Et effectivement, c'est une terminologie qui, même si elle est contestée, est largement utilisée. Et puis vous prenez le soin de dire que voilà, c'est pas ce qui sera, mais c'est ce qui a été, ce qui est éventuellement, mais ni ce qui sera et ce qui devrait être d'ailleurs. Hein, plusieurs fois, vous l'expliquez dans vos travaux. Alors, ma deuxième remarque serait donc sur la question de l'utilisation de cette intelligence artificielle dans le cadre de la prise de décision. Et donc, vous avez toute une partie de la thèse qui concerne voilà, l'utilisation d'IA dans la justice et les domaines dans lesquels le juge pourrait éventuellement être remplacé par une intelligence artificielle. Alors là aussi, vous prenez pas mal de précautions en disant que le contexte est... On a donc des bases de données qui sont de plus en plus importantes de décisions de justice. Donc, on a la masse qui permet le fonctionnement de cette intelligence artificielle. On a aussi des techniques qui commencent à se développer, et même si pour l'instant, on ne peut pas parler d'une justice prédictive, en tout cas dans des domaines extrêmement réduits, mais on voit bien les potentialités que la technique offre à la justice prédictive. Donc voilà, il y a toutes ces précautions et donc vous expliquez que le juge pourrait être amené donc à être remplacé par cette intelligence artificielle dans des contentieux, si je vous ai bien suivi, plutôt chiffrés, enfin en tout cas où il y a des questions de calcul, et vous vous présentez ensuite donc les principes, les conditions dans lesquelles, dans ces contentieux ciblés, ce remplacement pourrait avoir lieu, donc en respectant des principes, vous en avez cité quelques-uns tout à l'heure. Alors moi, je me suis demandé si la question qui se pose est pas plus, non pas celle du remplacement du juge par l'intelligence artificielle, mais plutôt celle de l'accompagnement du juge dans la prise de décision. Il me semble que pour ce qui est du remplacement du juge, enfin moi j'y crois pas. C'est pas, ça me semble en tout cas tellement éloigné. Peut-être qu'un jour on y viendra, mais il me semble qu'en revanche la question actuelle peut être celle de l'accompagnement de ce juge. D'ailleurs, vous utilisez le terme d'accompagnement, mais il me semble que dans vos développements ensuite, finalement, vous en parlez pas tellement. Et des principes qui devraient accompagner cet accompagnement, c'est-à-dire, voilà, on autoriserait le juge à utiliser des données, même issues de l'intelligence artificielle, et à quelles conditions, dans le cadre d'un litige, voilà, cette utilisation de l'intelligence artificielle et des données issues de contentieux variés pourraient être utilisées par le juge. Et sur ces principes, du coup, qui nécessiteraient cet accompagnement, voilà, j'aurais aimé avoir votre opinion et voir si les principes que vous utilisez peuvent être aussi appliqués dans ce cadre-là. Alors, je partage votre avis. Effectivement, la perspective à laquelle on s'expose, c'est davantage un accompagnement, une aide à la décision qu'un remplacement. Et en fait, j'arrive à la conclusion qu'en réalité, les contentieux dans lesquels on peut recourir à ces technologies, c'est des contentieux qui, en fait, relèvent d'une forme d'automaticité
et pour lesquels en réalité il ne s'agit pas véritablement d'un acte de juger, c'est simplement la mise en œuvre d'un calcul, etc. Et donc en fait on ne peut même pas véritablement parler d'intelligence artificielle dans cette hypothèse, je pense. Ensuite, effectivement, c'est l'hypothèse de l'aide à la décision qui sera celle qui sera le plus souvent rencontrée. Et pour celle-ci, je pense qu'il y a quand même une crainte qui peut être envisagée et qui est celle d'une forme d'abandon du pouvoir de décision. Et dans cette hypothèse, en fait, on pourrait avoir, sous l'apparence d'une aide à la décision, une décision qui serait générée par l'intelligence artificielle elle-même. S'il s'avère que le contentieux que connaît un magistrat est bien trop important, qu'il a une aide à la décision qui lui est fournie avec des suggestions de solutions ou de montants d'indemnité, il décide de s'en remettre progressivement aux choix qui sont formulés par l'intelligence artificielle pour tout un tas de raisons, soit parce qu'on pourrait craindre que le logiciel ait raison et que l'humain soit défaillant et qu'il puisse se tromper, que le magistrat n'ait pas suffisamment de temps à accorder à un dossier et que le cas échéant, il préfère s'en remettre à un logiciel qui aurait brassé des quantités de données relativement importantes. Donc, ce sont des considérations extra-juridiques qui tiennent aux moyens de la justice, etc., mais qui pourraient, in fine, inciter à cela. Puis, selon les contentieux, on pourrait aussi y avoir une difficulté en termes de responsabilité. Parfois, il pourrait être plus aisé pour le juge de s'en remettre à la décision du logiciel, de la suivre, plutôt que d'en prendre une qui serait contraire au risque que ça lui soit ultérieurement reproché. Par exemple, aux États-Unis est utilisé un logiciel qui s'appelle Compass, qui sert à évaluer le risque de récidive pour déterminer la libération sous caution des personnes. Et dans cette hypothèse, eh bien, si on a un fort taux de récidive ou de non-comparution qui est donné par le logiciel, il pourrait être extrêmement difficile socialement pour le juge de prendre une décision contraire. Donc ça, c'est tout un tas de circonstances qui pourraient justifier que le juge, in fine, décide de s'en remettre à la décision sans véritablement la discuter. Et donc j'en viens au principe que vous évoquez. Je pense qu'il est nécessaire d'imposer effectivement un certain nombre de principes pour éviter cette dérive. Alors, des principes qui sont les principes généraux que j'évoque, par exemple, le devoir de compétence, pour s'assurer que ce soit bien le magistrat compétent qui soit amené à prendre la décision, le devoir de rendre des comptes avec une obligation de motivation renforcée qui permettrait de s'assurer que la décision prise par le juge a été simplement accompagnée par le logiciel, mais qu'il n'a pas simplement reproduit celle-ci. Et donc, en fait, le devoir de motivation, ça permettrait de convertir, en fait, la suggestion de l'intelligence artificielle en véritable décision du magistrat. Et puis, d'un point de vue plus particulier pour ce cas-là, pour les décisions, je propose des principes directeurs du procès prédictif qui, eux, sont plus adaptés et qui consistent dans un principe d'écoute qui imposerait systématiquement que les justiciables puissent être entendus, un principe de consentement également, donc qui tendent à prévenir ces différents risques. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est de l'aide à la décision. Néanmoins, je pense que de proche en proche, l'aide à la décision, dans ce domaine comme dans d'autres, peut en fait devenir un abandon du pouvoir de décision si on n'y prend pas garde. Oui, abandon du pouvoir de décision et en même temps, pourquoi pas amélioration des décisions de justice dans l'idée peut-être d'un peu plus d'égalité entre les décisions. Moi, ce qui me semble important, et c'est un principe que il me semble, alors à travers le principe de compétence, d'écoute, alors d'écoute peut-être que moi qui suis processualiste, ça me parle moins, mais je pense qu'il y a un principe qui me paraît essentiel, c'est le principe du contradictoire, c'est-à-dire la possibilité pour les justiciables de pouvoir discuter de l'outil, de pouvoir discuter de l'algorithme, de pouvoir discuter de la base de données. Et là, je rejoins votre idée aussi de transparence. Ça me paraît absolument essentiel. Il faut que l'outil, il faut de la transparence, c'est-à-dire que le justiciable auquel on va appliquer cette décision, ou en tout cas auquel on propose cette décision, ce justiciable doit pouvoir connaître comment l'algorithme a été monté, qui est à l'origine. Est-ce que c'est du service public? Est-ce que c'est un opérateur privé qui est à l'origine de l'algorithme? Quelle est la base de données qui est utilisée? Et pour l'instant, c'est ce qu'on pourrait reprocher à des outils comme Predictis, sur lesquels on ne sait absolument pas quelles sont les bases et combien il y en a. Est-ce que j'en ai 2 qui me permettent de dire ça ou est-ce que j'en ai 10 000? On ne sait absolument pas quelle est la base de données qui est à l'origine de ces prédictions. Et donc, oui, principe du contradictoire aussi qui me paraît pouvoir avoir cette discussion. Je mets un outil dans le débat. J'ai l'intention, en tant que juge, de me fonder sur cette donnée-là issue de l'intelligence artificielle. Ce que je vous, justiciable, être capable de me dire si votre situation justifie qu'on s'en écarte ou effectivement qu'on en reste à cette règle issue de la masse.
Non, je vous rejoins tout à fait sur ce point. Effectivement, je pense que l'inquiétude, elle est là. Je pense qu'il serait nécessaire, notamment, que les pouvoirs publics décident de se doter de leurs propres outils plutôt qu'ils s'en remettent à ceux qui sont issus du secteur privé, notamment parce que les obligations de transparence, elles sont beaucoup plus simples à imposer et elles existent déjà pour le service public. Elles sont plus difficiles à imposer pour les opérateurs publics, privés. Et j'ai une autre crainte concernant ce type d'instrument, c'est aussi tout ce qu'on envisage, c'est l'hypothèse dans laquelle il y a un contentieux. Et une des craintes qu'on pourrait avoir avec des outils comme par exemple DataJust, soit que ce soit qu'en fait ces outils aboutissent à une forme de déjudiciarisation, par exemple en matière de dommages corporels, à ce que les suggestions qui soient formulées par DataJust, elles aboutissent en fait à des accords entre les assureurs et les assurés, et que in fine en fait il y ait une sorte, par anticipation, de recul du contentieux. Et donc, toutes les garanties qu'on pourrait éventuellement envisager ultérieurement n'auraient même pas l'occasion de se manifester. Donc, on peut penser que c'est une bonne chose ou une mauvaise. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait envisager des garanties en amont également, pas seulement au stade du procès, mais pour toutes les affaires qui n'iront pas jusqu'à ce stade. Alors, du coup, puisque vous dites, alors moi je dis DataJust, hein, mais peu importe. Donc, DataJust, hein, c'est un projet, c'est un décret hein, du ministère de la Justice, hein, qui est d'essayer de construire en tout cas un outil, hein, je dis pour ceux qui ne sont pas au courant, qui est en matière d'indemnisation du dommage corporel et construire le propre outil du ministère de la Justice, dans le but d'ailleurs, on ne sait pas trop, de construire certainement un barème en matière d'indemnisation du préjudice corporel à partir des décisions de justice déjà rendues. Et du coup, j'avais aussi cette remarque et je voulais avoir votre avis. Il me semble que dans les contentieux qu'on vise, donc ce sont des contentieux donc touchés par l'intelligence artificielle, ce sont essentiellement des contentieux donc chiffrés, calculés, et finalement, ce sont exactement les mêmes contentieux qui font l'objet aujourd'hui de barèmes. Barème de l'indemnisation du dommage corporel, barème des pensions alimentaires, barème des prestations compensatoires. Et alors, du coup, est-ce que, si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous pensez que la problématique liée à l'intelligence artificielle et son utilisation dans la justice est finalement la même que celle de l'utilisation d'un barème, ou est-ce que les problématiques sont différentes? C'est certainement pas le même degré c'est pas les mêmes degrés, hein, on n'est pas tout à fait, voilà, le barème, il n'y a pas, enfin, c'est pas la machine qui fait le choix et bon, il y a peut-être des différences, mais en tout cas, sur les problématiques qu'il y a derrière et sur l'utilisation de barème, est-ce que finalement, on n'est pas dans les mêmes types de problématiques? Oui, non, je vous rejoins. Effectivement, lorsqu'on observe les contentieux dont il est question, il y a une forme de superposition en fait entre ces deux problématiques, avec des difficultés particulières. Au moins les barèmes, on sait qui les a conçus, de quelle manière. Il doit y avoir une méthodologie derrière. Là où, pour ce qui relève de l'analyse prédictive, vous l'avez dit, il y a la question des données, etc. Et donc, je pense que les difficultés pourraient être les mêmes, mais l'outil et la nature de l'outil fait naître des dangers qui sont un peu différents. Le barème me semble plus transparent, là où il y a l'opacité de l'intelligence artificielle crée des dangers. Et puis ensuite, une difficulté qui tient à la croyance éventuellement erronée que la machine ne se trompe pas, avec une confiance excessive qui lui serait attribuée, là où les barèmes peuvent être plus facilement discutés. Donc effectivement, je pense qu'il y a une superposition des deux questions avec quelques spécificités pour l'intelligence artificielle néanmoins. Alors, là, je suis d'accord avec vous pour certains barèmes qui effectivement sont officiels, hein, donc soit diffusés par votre circulaire, hein, par le ministère de la Justice, soit tellement sur le marché hein, que voilà, ils sont à la fois connus des avocats et même parfois des justiciables qui ont des accès directs. On a fait quand même une étude au CERCRID hein, qui montre que par un magistrat en matière de prestations compensatoires, par exemple, hein, il y a à peu près 30 barèmes hein, qui sont sur le marché. Et en fait, la Cour de cassation refuse que le juge hein, se fonde sur le barème, en tout cas disent qu'il se fonde sur le barème, ce qui conduit en fait au juge à plutôt cacher celui qui l'utilise et qui coupe tout débat contradictoire à propos de l'utilisation. Hein. On ne sait absolument pas quel est finalement l'outil qui a été utilisé par le magistrat. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûre que le barème soit toujours aussi transparent qu'on peut le penser. Et puis, il y a aussi, il me semble, la question de
des biais que vous abordez, hein, que ce soit d'ailleurs pour l'intelligence artificielle ou pour les barèmes. Et dans la construction, je pense qu'on revient un peu à ces mêmes choses. Et je voulais juste vous le signaler, vous donnez, notamment dans les contentieux qui pourraient être utilisés enfin en tout cas qui fera appel à l'intelligence artificielle, vous donnez l'exemple de la prestation compensatoire sur laquelle on a pas mal travaillé. Et vous dites, voilà, ça fait partie des contentieux où voilà, on a des données, enfin en tout cas on a des critères, et puis derrière sort un chiffre. Mais même dans les critères, qui sont pourtant des critères légaux posés par le Code civil, les recherches qu'on a menées, alors non pas par le biais de l'intelligence artificielle, mais manuellement, en se coltinant 5000 décisions rendues par des tribunaux de grande instance. Donc, voilà, là, c'est de l'analyse manuelle. Et cette analyse manuelle a montré que parmi les critères utilisés par le juge, il y avait notamment un critère prépondérant au moment de l'attribution de la prestation compensatoire, qui était la faute dans le divorce. Donc les juges, à partir du moment où il y a une faute dans le divorce, la prestation compensatoire augmente, voire est attribuée, alors que dans d'autres cas similaires, elle ne l'est pas. Sachant, je le dis pour les non-civilistes, que un des critères rejetés par la loi, que le juge ne doit pas utiliser, c'est le critère de la faute. Depuis la réforme du divorce, le juge ne peut pas s'appuyer sur la faute pour attribuer la prestation compensatoire. Et les études ont montré que donc on utilisait bien cette notion de faute. Donc, ce qui montre aussi que même dans un contentieux a priori chiffré avec des critères, voilà, l'âge des époux, la durée du mariage, il y a des critères quand même qui sont posés qui pourraient donner lieu à un système expert. Voilà, je rentre mes critères, paf, ça donne ça. Même dans ces contentieux-là, il y a une part d'interprétation du juge et des critères non légaux, illégitimes, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais en tout cas qui interviennent dans la prise de décision. D'accord, je l'apprends et je vous remercie parce que ça me sera particulièrement utile pour la suite de mes recherches. Je pense que je vous contacterai sans doute parce qu'on a un projet à Lyon 3 où on travaille justement sur ces sujets et vous avez une expertise qui pourra nous être très utile. Ce que vous dites, en fait, ça me fait penser à un des autres dangers qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, si on analyse des décisions antérieures sans prendre le temps de les questionner, on va reproduire ces biais qui sont plus ou moins conscients et donc les pérenniser, ce qui serait une difficulté. Et là, c'est un des avantages de l'intelligence artificielle, même si vraisemblablement vous menez les mêmes études sans ces outils pour pouvoir les mettre au jour. Ça a une forme de rétro-effet qui permettrait éventuellement, par la masse des données constatées, de démontrer des critères qui sont illégitimes, des formes de discrimination qui sont imperceptibles ou qui ne sont pas suffisamment perçus parce que j'imagine que ces études elles demandent énormément de temps. Et donc là, ça pourrait éventuellement permettre de les systématiser ou de les accompagner pour avoir ce rétro-effet qui nous permettrait de prendre conscience en réalité de biais qui préexistent et qu'on subit sans forcément en avoir conscience. C'est ce qui a été démontré pour Compass, par exemple, sur l'outil Compass, c'est effectivement ce qui s'est passé. On s'est aperçu, en même temps qu'on l'utilisait, on s'est aperçu des biais qui étaient liés à la discrimination dans son utilisation. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Merci. Alors, je pense qu'on reprendra rendez-vous, ou vous reprendrez rendez-vous pour continuer la discussion. Je laisse la parole très rapidement à Florian Martin Barito, qui nous a rejoint. Et puis, il y a d'autres membres de l'Université d'Ottawa qui nous ont rejoints. Je vois le professeur Céline Cassette-Renard qui est avec nous. Merci beaucoup. Et puis d'autres que j'oublie, pardonnez-moi. Je te laisse intervenir, Florian. Et puis, je crois qu'il y aura des questions des juristes et puis des non-juristes. Je crois qu'il y a des membres du laboratoire Hubert Curien qui vont peut-être soit nous apporter leur analyse, soit contredire ce qu'on vient de dire. J'en sais rien. On verra. Florian, je te laisse la parole immédiatement. Parfait, merci beaucoup Mouna et merci à toutes et à tous pour vos réflexions. Aujourd'hui, je vais essayer, et merci Samir d'être avec nous aujourd'hui pour partager tes recherches. Et comme tu le disais, on a un peu presque l'impression que 2 ans après, tu as une deuxième soutenance de thèse pour voir si tes travaux ont réussi à passer le temps. Et je pense que tu dois être satisfait de voir que oui, en effet, 2 ans après, tes réflexions sont toujours tout à fait dans l'air du temps et tout à fait adapté aux défis qu'ont nos sociétés. J'avais
préparé en essayant d'être très à la civiliste française, un bel exposé, notion, régime, mais j'ai tellement d'idées qui me sont venues sur la base des réflexions de mes collègues et certains commentaires qui ont déjà été faits, que j'ai un peu changé les choses, mais je vais essayer de rester court. J'ai l'impression que je pourrais discuter pendant 2 heures de ta thèse avec toi, mais on n'a pas le temps et je voudrais vraiment qu'aussi les participants aient le temps d'échanger. Et donc, tout d'abord pour dire que j'ai énormément apprécié la lecture et les idées et l'approche qui est pas toujours l'approche qu'on peut lire quand on lit des écrits en droit français. Et pour ceux qui me connaissent, et je vois aussi pour la petite histoire, donc Samir est l'un de mes anciens étudiants de quand j'étais et je vois d'autres personnes dans la liste aujourd'hui qui ont été mes étudiants quand j'étais chargé de TD à Aix-Marseille. Et donc, c'est bien de voir cette approche qui remet un peu en question aussi certaines approches du droit civil qu'on a pu avoir en France et ce que j'appelle moi un retour aux sources, peut-être de 1804 et la manière dont le droit civil a été conceptualisé dans le Code civil des Français. Et j'aime beaucoup, et peut-être que ma collègue Céline Castet-Renard, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de différence d'approche entre l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, pourra peut-être faire des commentaires, mais de souligner ce besoin d'humanisme et cette approche humaniste peut-être à la française, et on aurait beaucoup de choses à dire sur l'humanisme à la française, à l'inverse, à l'opposé d'approche peut-être plus corporative, contractuelle, du laisser aller, laisser faire, de la self-regulation. Et j'ai beaucoup aimé, et j'imagine que nos collègues des sciences, ce qu'on appelle les sciences dures en français, des technologies présentes aujourd'hui seront d'accord avec nous, la nécessité de travailler ensemble, bonne intelligence, déjà à travers les secteurs du droit, les technologies, l'Internet, l'intelligence artificielle, mais à mal les summa divisio habituels que nous avons, notamment en droit français, en droit civil, et c'est la même chose en common law. Les régimes, les niveaux de gouvernement, puis au Canada, on a beaucoup ça entre le provincial, le fédéral, les municipales. Il y a vraiment besoin de co-régulation, de travailler ensemble à l'encadrement juridique, mais aussi de sortir du droit pour comprendre. Et je pense quelque chose que tu as vraiment essayé de bien expliquer dans la première partie de ta thèse, notamment donc sur cette question de notion de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'un système automatisé. Personne ne se l'accorde. Des années et des années après la naissance du champ, et là je mets des guillemets, nos collègues scientifiques ont sûrement beaucoup à dire aussi sur ça, personne ne se met d'accord. Et c'est ce que j'aimais dans tes travaux, c'est tout en nuances, de montrer qu'il y a des incertitudes, mais comme tu le dis à un moment, que l'incertitude n'implique pas l'imprévisibilité. Et d'un point de vue juridique, d'un point de vue de la règle de droit, des systèmes juridiques, c'est quelque chose qui est important et que même face à un inconnu, ça présente des difficultés, mais qu'il faut être créatif. Et encore, je pense, avec peut-être un retour aux sources du droit civil, ne pas faire un abandon à la technologie, et aussi un abandon de l'humanisme, ce que tu soulignes dans ta deuxième partie. Et donc, avec cette question de évolution, révolution, c'est peut-être aucun des deux, c'est entre les deux, sans qu'on ait un vice juridique. Et sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense c'est aussi le sentiment de toutes les personnes qui ont commenté aujourd'hui, de dire qu'on n'a pas de droit de l'IA, qu'on n'a pas de droit des chaînes de blocs, des blockchains. C'est faux, c'est souvent l'objet d'un lobbyisme mal placé du milieu industriel, des entreprises, pour justement ne pas avoir à se confronter à certaines règles. Et dans le même temps, c'est aussi parfois du fait peut-être d'une mauvaise lecture des règles de droit, d'une approche beaucoup trop formaliste, et tu le soulignes à certains points, alors peut-être pas dans ces mots, puis là je vais utiliser mes propres travaux pour comme commenter une grille d'analyse de tes travaux, où parfois c'est l'attachement à des catégories juridiques dans une approche très positiviste, très formaliste, qui nous empêche d'adapter ce que tu appelles l'adaptation du droit, l'application du droit, ou parfois des règles trop précises, parce que surtout, on va dire, depuis 10-15 ans, du fait de ce que j'appelle un marketing juridique, du moment qu'il se passe quelque chose, il faut qu'on fasse une nouvelle loi très précise dans ces termes, alors que très souvent, les bons vieux principes du Code civil de 1804 pouvaient s'adapter. Et donc peut-être un retour aux sources du substantiel
et non du formalisme, qui était l'idée derrière la rédaction, sauf pour la famille, c'était ce qui est indiqué dans le discours préliminaire. Et comme tu dis, il y a un effort d'adaptation, et quand on essaie de réfléchir et d'être créatif avec ces règles, on voit qu'en réalité, il n'y a pas tant un vide juridique. C'est peut-être que, en fait, l'application de la norme, telle qu'elle a été pensée, puis là on peut penser au droit des contrats, au droit de la consommation, elle produit des effets qui sont contraires à la finalité initiale de la norme. D'ailleurs, en matière de contrat, ou parce que les règles de pouvoir ont changé, etc. Et c'est peut-être là qu'on a besoin d'un rééquilibrage du fait de l'amplification de certaines injustices, peut-être qu'on savait qui existaient, mais qui sont amplifiées du fait de l'utilisation de ces systèmes automatisés. Et c'est de ce niveau-là, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on a un travail, nous les juristes, mais ça nous oblige à aller dans des terrains, et tu en parlais juste avant avec les collègues, donc d'aller discuter des valeurs sociales, de l'éthique, quelque chose qui est peut-être moins habituel en droit. Et je pense qu'il y a vraiment ce besoin de se soutenir mutuellement, aussi pour avoir un développement. Il ne s'agit pas de bloquer le développement technologique. Il y a plein de mauvaises choses dont on a été témoin du fait d'intelligence artificielle, mais aussi plein de bonnes choses. Donc voir comment est-ce qu'on peut développer un encadrement juridique qui aiderait à un développement responsable. Je reviendrai dans quelques instants sur ça. Et donc, dans ton effort de classification, un des points sur lesquels j'aimerais revenir, c'est, et avec lequel je suis relativement d'accord avec toi, c'est le caractère inopportun de reconnaître une personnalité juridique à l'IA. Et je pense qu'en fait, ça revient à ces choix de valeurs. C'est tout d'abord parce que beaucoup de personnes qui veulent reconnaître une personnalité juridique à l'IA se situent dans un niveau presque au niveau de la singularité, de ce qu'on appelle l'IA générale. L'IA générale, puis vous avez vu, c'est beaucoup de la fantasmagorie. Donc c'est l'idée que les systèmes automatisés aujourd'hui seraient arrivés au niveau de l'intelligence humaine. On en est très, 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 très loin sur certaines tâches spécifiques, et t'en parles à certains moments dans tes travaux. On arrive à ce niveau-là, mais c'est très restreint. Puis, beaucoup de fantasmagorie aidée par les médias généraux. J'imagine que vous avez tous entendu parler, vous vous rappelez sûrement de Sophia, cette humanoïde qui s'est fait reconnaître une citoyenneté par, de mémoire, l'Arabie Saoudite. Sophia n'était qu'une opération de communication des relations publiques de toute beauté, du génie d'un point de vue marketing, mais d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique, c'était un chatbot qu'on avait mis dans un robot, rien de fascinant. Et donc, c'est ce qui est intéressant de reconnaître ça au niveau de l'IA, et aussi de souligner, et tu le fais très bien, peut-être que j'irai encore plus loin, de tous les problèmes de justice sociale, et d'avoir un regard humaniste sur ces questions, parce que ça peut être joli de reconnaître, ça peut être sympa de reconnaître une personnalité juridique à l'IA, mais ça a des implications relativement importantes pour la société, notamment d'un point de vue de justice sociale, parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on reconnaît une responsabilité généralement, puis il y a eu plein de débats autour des entreprises, etc. C'est reconnaître des droits, mais aussi c'est des responsabilités. Et c'est l'acte de l'imputabilité, et quand il y a une victime de cette nouvelle personne juridique, c'est de pouvoir aller chercher des dommages d'intérêt, de créer ce lien de responsabilité. Et c'est pas quelque chose que l'on est capable de faire en matière d'intelligence artificielle. Et quand vous reconnaissez une responsabilité juridique à un système autonome, c'est-à-dire qu'aussi vous la dissociez de son créateur ou de l'entreprise, de la personne qui utilise l'intelligence artificielle. Et à ce moment-là, vous supprimez le lien de responsabilité pour ces personnes qui, à mon sens, est extrêmement dommageable et entraîne un risque de déresponsabilisation à la fois des personnes qui vont utiliser des systèmes autonomes dans leur prise de décision, mais aussi dans les concepteurs. Parce qu'à partir du moment où vous le reconnaissez comme étant une chose, justement plus une chose, mais un sujet de droit et de responsabilité, vous désolidarisez ces autres parties, qui, à mon sens, est problématique. Et encore une fois, c'est une question de choix de société. Quel choix de société on veut faire? Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on est aujourd'hui. Et c'est faux de dire que c'est le seul outil. C'est la seule chose qui est disponible en droit, et je pense que tu le démontres très bien. J'irai même plus loin. Quand on fait... j'ai beaucoup travaillé en droit des contrats, commerce électronique, économie numérique.
Et la question du système automatisé, c'est pas 2020. On se la pose depuis les années 90. À travers le monde, il y a eu des travaux très importants de la CNUSID autour de 95-96 qui a proposé des approches, notamment d'utiliser le concept de l'agent. Le concept de l'agent qui n'est pas étranger au droit civil, qui a toujours existé, du délégué, de l'employé, à qui on reconnaît une certaine autonomie. Certains auteurs aussi ont fait le lien avec les animaux, ou à qui on reconnaît une certaine autonomie, une certaine responsabilité, mais en même temps, la personne qui est le donneur d'ordre, la personne qui met cet agent dans la relation, en est responsable, en est entièrement responsable. Et je pense que c'est peut-être plus la voie à suivre personnellement. Et je suis pas sûr que je suive la Cour de cassation dans son résultat, oui, mais dans la manière dont elle est arrivée à ses conclusions dans l'affaire Google Suggest, je ne suis pas sûr que ceci n'engage évidemment que moi, avec tout le respect que je dois à la Cour de cassation de la République française. Je ne crois pas que ce soit la bonne manière d'arriver à cette conclusion. Et donc vraiment de retourner aux finalités du droit, et peut-être pour terminer sur ça, donc dans évolution, révolution, comme tu disais, pas de vide juridique, il ne s'agit pas de dénaturer les institutions juridiques du droit civil ou de la common law. Et comme je disais souvent, c'est souvent parce que la manière dont on les a compris, dont on les a développés à travers les temps, c'est peut-être comme ça qu'on les a dénaturés, on leur a fait prendre un certain sens, on leur a fait avoir certaines connaissances qu'il faut repenser. Donc c'est peut-être souvent des changements de paradigme, et on le voit beaucoup en matière financière, en matière de décision automatisée, ce besoin de rééquilibrer, de mettre plus de transparence. Et parfois, ça va peut-être au-delà du droit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le droit, et je pense que tu le démontres très bien, et mes collègues précédemment l'ont bien démontré. On peut encadrer beaucoup de choses avec le droit, mais on ne peut pas tout encadrer. Il y a certaines limites. Alors, c'est beau de discuter d'intégrer les valeurs, les principes dans le droit. On l'a fait, et c'est bien de reconnaître que non, le droit n'est pas neutre. Le droit est le véhicule de valeurs de société. Le droit véhicule certains principes éthiques, certains choix de société. Mais en même temps, il faut peut-être pas aller trop loin dans l'histoire de l'humanité. À chaque fois les dernières fois que certains États ont essayé d'encoder des valeurs et des principes, certaines valeurs, certains principes dans la loi, ça n'a pas toujours très très bien tourné, surtout dans le contexte européen. C'est d'ailleurs ce qui a dessiné le contexte juridique européen dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être aller au-delà et t'en parler de pluralisme juridique au sens large. Et d'ailleurs, sur ces principes de transparence, c'est l'une des choses sur lesquelles j'ai réfléchi beaucoup dernièrement, de peut-être voir utiliser et puis là, je voudrais peut-être t'entendre sur ça, si on a quelques instants, les théories du nudge, qui ont été utilisées donc de plus, ces obligations de transparence, d'information du consommateur, qu'en Amérique du Nord, puis aussi en Europe, mais en Amérique du Nord, notamment toute la régulation du système alimentaire, de la nourriture, de l'eau et tout, est passée par ces règles, où en fait, en obligeant l'auteur d'un algorithme, ou dans le cas d'un produit, à vraiment indiquer tout ce qu'il y a dans le produit, où est-ce que c'est fabriqué, etc. On a vu de manière presque naturelle, organique, la disparition de substances néfastes, de procédés néfastes, parce qu'ils ne voulaient pas le voir. Alors, il y a des pour et des contre. C'est sûr que à ce moment-là, on met beaucoup sur l'usager. C'est reposé sur l'usager, c'est reposé sur les citoyennes et citoyens. Et est-ce qu'ils ont vraiment toutes les connaissances, tous les outils qui leur permettent de prendre leurs décisions? Je ne crois pas, mais il y a peut-être un entre-deux à trouver avec la place, la place de l'État, et justement peut-être ces principes de co-régulation, et de développer une approche plus humaniste et responsable des systèmes automatisés. J'aurais encore des heures et des heures de commentaires, mais je vais m'arrêter là, peut-être pour y revenir après avec toi, et pour te laisser le temps de répondre aussi, avoir le plaisir d'écouter nos collègues et les étudiants qui ont pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, merci Florian. Effectivement,
tu as été mon chargé de TD, ça commence à remonter maintenant, ça fait plus de 10 ans à l'époque où je n'avais encore jamais entendu parler d'intelligence artificielle et je suis content de te retrouver présent. On ne parle pas de tête. Alors, pour revenir sur plusieurs de tes réflexions concernant la personnalité juridique, alors j'ai une position, j'ai l'impression d'être assez spectateur en fait sur ce débat parce que personnellement, je n'y mets aucun affect et donc j'essaye d'en avoir une lecture qui est plutôt technique, même si vraisemblablement, je constate que certains font de la personnalité juridique, de la notion de sujet de droit, le support d'un certain nombre de valeurs parfois extra-juridiques, donc des considérations extra-juridiques, ce qui parfois peut avoir pour conséquence de troubler le débat et éventuellement de le fausser quelque peu. Mais en même temps, c'est une réalité que je prends en compte et je pense qu'il faut effectivement en tenir compte. À partir du moment où ça provoque ce type de réaction, il est légitime de les prendre en compte. À titre personnel, j'y suis hostile simplement parce que je pense que ça n'est pas utile. Je pense qu'il n'y a pas d'obstacle de principe à ce que l'intelligence artificielle puisse être qualifiée de sujet de droit. C'est pas quelque chose de particulièrement révolutionnaire. La figure de la personne morale, on la connaît de longue date. Ça n'a pas emporté de conséquences majeures en droit. Ce n'est pas une dilution de la personnalité des personnes humaines. Et en réalité, c'est simplement une fiction juridique. Donc pour cette raison, je pense que c'est tout à fait faisable. C'est en revanche inopportun parce que techniquement, en réalité, je pense que ça ne résout pas les problèmes et que ça rajoute en fait seulement une strate supplémentaire dans l'identification d'un responsable. Encore faut-il identifier qui sera cette personne. Faudra encore déterminer qui devra participer à la constitution du patrimoine, etc. Donc en réalité, c'est ajouter une strate supplémentaire sans résoudre le problème. Et puis, dans la mesure où vraisemblablement c'est un débat qui est relativement passionné et que l'attribution de la personnalité juridique à l'intelligence artificielle pourrait potentiellement avoir des effets négatifs en raison de l'anthropomorphisme de la notion. Je pense que c'est une raison supplémentaire pour l'écarter. Ce n'est pas utile, ce n'est pas opportun, et puis vraisemblablement, ça pourrait éventuellement provoquer certains troubles. Ensuite, concernant la question de la transparence, je te rejoins aussi. Effectivement, la logique, c'est un peu la même que pour celle qui concerne des produits de grande consommation, avec, je pense, tout de même une difficulté particulière qui tient à la véritable opportunité de cette transparence. Je pense qu'elle est effectivement nécessaire. Enfin, l'obligation d'information est nécessaire. Ensuite, elle ne confine pas nécessairement à un devoir de transparence. Là, c'est le degré suprême de l'obligation d'information. Et autant, je pense qu'on peut l'imposer de manière absolue aux opérateurs publics, chaque fois qu'il est question d'une mission de service public. Autant, je pense qu'il est plus difficile d'exiger une telle transparence de la part des opérateurs privés pour des raisons concurrentielles, parce que ce serait sans doute occasionner des préjudices importants pour eux. Et ensuite, parce que se pose la question éventuellement de la manipulation de l'intelligence artificielle dès lors que l'on a connaissance de l'intégralité de ces critères. Et donc, là-dessus, ma position n'est pas totalement arrêtée. L'information est nécessaire. Ensuite, est-ce qu'elle doit aller toujours jusqu'à l'obligation de transparence? Je ne suis pas certain, d'autant plus que, comme tu l'as évoqué, les utilisateurs ne sont pas nécessairement en mesure de bénéficier des outils qui leur permettront d'apprécier l'effectivité de l'information qui leur est transmise. Donc c'est peut-être en fait une fausse piste que de penser que la transparence absolue sera une réponse aux difficultés, alors que c'est un des éléments, mais que ce sera sans doute pas suffisant. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Notamment, c'est ce qu'on a vu. Puis, pour faire un lien en matière de renseignement personnel et de vie privée, c'est pas parce qu'on vous explique tout dans des contrats de 150 pages auxquels vous consentez qu'il y a réellement consentement et que vous avez vraiment compris à quoi vous engagez. Donc, tout à fait. Merci beaucoup. Je laisse la parole peut-être aux autres participants parce que je vois que le temps passe très très vite. Je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, allez-y. Vous pouvez peut-être vous manifester dans le chat et puis je vous laisse prendre la parole. Je vois qu'il y a des participations dans le chat, donc prenez la parole. C'est toujours, il y a toujours un coup d'entrée pour la première personne, oui. Mais vous inquiétez pas, on est très gentils. Ma chère collègue Céline Casterona, ma collègue, mais néanmoins. Je ne nous ai pas donné de nom comme ça, mais je te laisse faire, Florian. Elle vient de mettre un petit message qu'elle pouvait bien parler. Ah d'accord, bah alors parfait.
Bonjour à toutes et tous, bravo pour ce séminaire et bravo à Samir pour cette très très belle présentation. Je voudrais pas mobiliser la parole parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a sûrement des jeunes qui voudraient parler, donc je vais pas trop parler. Samir, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom, Samir, je vous contacterai parce que vraiment votre ouvrage est très intéressant. Ce que je voudrais par contre dire publiquement, c'est que vous avez été très courageux d'aborder cette thèse en 2013 en France, parce que c'était avant la loi République numérique, avant tout ce qu'on pouvait se mettre sous la dent depuis. On n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part une littérature anglo-saxonne. Donc vraiment, pour un jeune Français dans une université française, c'est très courageux. Je voulais aussi vous féliciter d'avoir été qualifié, d'avoir été recruté sur une thèse en IA. C'était vraiment pas gagné. Et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir à tous les jeunes docteurs et doctorants qui sont dans le séminaire et ailleurs. J'en connais quelques-uns là qui sont là et qui grâce à vous, vont peut-être avoir un petit peu d'espoir. Donc vraiment bravo, je trouve que votre ouvrage est très bien écrit, on va pas refaire une soutenance de thèse, tout ça vous le savez déjà très bien et vraiment c'est très bien écrit, très agréable à lire et vous mettez la table comme on dit ici au Québec, vous avez bien mis la table, vous avez bien tout structuré et à partir de là je pense qu'on va pouvoir tous ajouter sa petite pierre, co-construire ensemble. J'aurais des choses à vous dire, mais je vous les dirai à part parce que vraiment je voudrais laisser la place aux autres et vraiment je voulais surtout vous dire bravo. Merci beaucoup pour votre retour et effectivement je suis impatient qu'on ait l'occasion de discuter. J'ai sans doute beaucoup de choses à apprendre et je pense que ce sera très constructif, donc vraiment j'attends votre retour avec impatience, je me tiens à votre disposition. D'autres questions? Je sais pas, pour les sciences dures, est-ce qu'on a dit des bêtises pour les sciences dures ou est-ce qu'on est dans le vrai, enfin dans une forme de vrai Moi, je voulais bien intervenir si c'est possible. Ah bah bien sûr. Alors, Christine Largeron, Christine, donc, voilà, Christine Largeron de l'Université de Saint-Étienne. J'ai le plaisir à avoir des collègues avec lesquels je n'interviens pas souvent. Je voudrais d'abord, moi aussi, remercier l'orateur et remercier les organisateurs. Je suis vraiment contente de voir que vous vous emparez de ce sujet. Je dois dire que donc moi, je suis donc informaticienne, comme je viens de le dire, et je travaille dans l'IA depuis des années. Il y a plus de 15 ans, j'organisais régulièrement des forums tous les trimestres et des forums multidisciplinaires où j'essayais de faire intervenir des spécialistes de différentes disciplines parce que nous, on développait nos algos, nos méthodes et on mesurait bien les dangers potentiels qu'ils présentaient et on avait énormément de mal à avoir de l'écho, à rencontrer des réponses. Et je vois que les choses ont évolué et je vous en félicite. Et je vous dis, me voilà rassurée, maintenant on vous laisse la place. Allez-y, faites ce qu'il faut. Donc on essaie d'alerter notamment les politiques, etc. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'on avait eu un peu les mêmes préoccupations sur le web, quand le web est apparu. Donc moi, j'ai vu apparaître le web. Et je me rappelle avoir organisé une conférence à l'université où je vais citer quelqu'un qu'un certain nombre d'entre vous ont dû rencontrer, qui était Pascal Ancel. Je l'avais fait plancher sur le sujet. Et il avait tenu des propos qui rejoignaient ceux de monsieur Florent Martin-Barit, puisqu'il avait dit « il n'y a pas de vide juridique ». Arrêtez avec ces notions de vide juridique. On a des briques, on a des éléments, il faut les mettre en œuvre dans le contexte qui se présente et être capable de dérouler quelque chose. Et j'ai eu un peu l'impression d'entendre la même chose, même si n'étant pas juriste, je n'ai pas apprécié toute la finesse de vos propos, mais j'ai le sentiment que les juristes ont déjà des billes entre les mains et qui vont pouvoir faire quelque chose. Et ça aussi, je trouve que c'est rassurant quelque part pour nous qui sommes informaticiens et qui développons les algorithmes et qui développons les méthodes, parfois avec beaucoup d'inquiétude. Je ne vous le cache pas. Alors, le dernier point que je voudrais aborder est beaucoup plus en lien avec l'exposé que nous avons eu. Et à ce propos, donc, je me tourne vers Monsieur Bérabet. Vous avez à plusieurs moments, quand vous avez commencé votre exposé, essayé de différencier intelligence artificielle et intelligence humaine. Et à plusieurs reprises, vous êtes revenu en parlant de dimension objective et de dimension subjective. Alors, j'ai eu parfois un peu des coupures. Je ne sais pas si j'ai bien pu percevoir tous vos propos, d'autant plus que je n'ai malheureusement pas lu votre thèse, mais ça me donne vraiment envie de le faire. J'ai cru comprendre que pour vous, la dimension subjective était le propre de l'intelligence humaine et qu'on ne la retrouvait pas dans l'intelligence artificielle.
Or, pour moi, ma part, je suis un peu, j'ai de la peine à accepter ce postulat, dans la mesure où, comme ça a été un peu aussi rappelé par Marianne Cotin, dans un certain nombre de cas en IA, notamment dans le domaine où je suis, qui est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, les règles de décision qui sont apprises, et elles sont apprises à partir de données. Or, ces données sont des données qui reflètent souvent des décisions humaines. Donc, si ces décisions humaines font preuve de subjectivité, eh bien, les règles qui seront utilisées et apprises par la machine seront elles-mêmes subjectives. Et vous avez aussi cité, c'est Marianne Cotin qui a utilisé ce mot, et moi j'y suis extrêmement sensible, utiliser la notion de biais. Parce qu'effectivement, on va avoir besoin de beaucoup de données pour apprendre, enfin, ça c'est relatif, hein, mais on a besoin de données pour apprendre. Vous avez indiqué la problématique du volume de données pour apprendre, mais il y a également la problématique des biais qui sont sous-jacents à ces données. Hein. Aujourd'hui, on est vraiment confronté à ces questions, nous, dans le domaine de l'IA. Et je vais prendre simplement un exemple de systèmes qui peuvent, de recommandations, hein, par exemple dans le domaine du recrutement. C'est clair que si on a, par exemple, dans le passé observé que tous les emplois de garde d'enfants étaient proposés à des femmes et tous les emplois de chauffeurs de bus à des hommes, eh bien forcément, la machine va apprendre avec les mêmes biais. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur les décisions de justice aux États-Unis, hein, et c'est des vraies problématiques. Hein. Sachez que dans le domaine de l'IA, il y a un nouveau courant qui s'est ouvert. On a des thèses à Curien, au laboratoire Hubert Curien, où on travaille sur ces questions-là. Notre objectif, justement, est de modifier les algorithmes de façon à ce que, même si nos données d'apprentissage sont biaisées, qu'elles contiennent des biais, les algorithmes le soient un peu moins que ce qu'ils le seraient lorsqu'ils apprennent directement à partir de ces données. Donc, sachez que ces préoccupations-là, du côté des informaticiens, on commence à on s'en empare et on commence à essayer d'apporter des réponses. Et donc, j'espère que peut-être que nous aurons l'occasion de poursuivre sur ces sujets qui sont d'intérêt éminent pour tous. Voilà, merci de m'avoir permis d'exprimer ce petite remarque. Merci beaucoup, Christine. Oui, effectivement, je crois qu'on pourrait passer à peu près toute la soirée à discuter de tout cela. Quelques mots peut-être, Samir, tu voulais rajouter des choses? Peut-être en 2-3 minutes? Oui, très rapidement. Oui. Déjà, je vous remercie, Madame, pour votre retour et je suis très intéressé par ce que vous évoquez parce que effectivement, il est nécessaire qu'on ait les juristes une coopération avec ceux qui font l'intelligence artificielle. Ça impose une transversalité qui s'est fait attendre, mais qui aujourd'hui est devenue impérative. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter. J'espère que j'aurai d'autres occasions de travailler avec l'Université de Saint-Étienne. On est presque voisins. Donc, je reviendrai sans doute vers vous. Et en ce qui concerne cette question de subjectivité, alors je fais pas mal de détours dans ma thèse, notamment par des considérations plutôt philosophiques sur ce qu'on doit entendre par la conscience ou ce qui singularise l'espèce humaine. Dans ce que vous décrivez, j'aurais plutôt tendance à avoir l'impression de voir une simulation de données qui sont subjectives, sans que pour autant la subjectivité elle-même soit celle de l'intelligence artificielle. Là, c'est peut-être une pétition de principe ou une position peut-être un peu dogmatique sur ma conception de l'intelligence humaine, sans doute aussi empreinte de philosophie. Donc, c'est rassurant de savoir que cette dimension peut tenter d'être imprimée, même si je pense que en aucun cas, elle ne peut l'être suffisamment pour correspondre au degré de subjectivité attendu du droit lorsqu'il est question de volonté en matière contractuelle ou d'intention en matière pénale. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça me permet quand même de dire qu'il y aura d'autres séminaires qui seront organisés sur ces sujets. Alors, j'ose à peine dévoiler un secret, mais peut-être puis-je dire déjà que le professeur Céline Castet-Renard a accepté de se prêter au jeu sur un sujet dont on conviendra. Il y a l'actualité de votre ouvrage sur le marché unique numérique, mais il y a d'autres sujets certainement que vous voudrez expliquer, avec lesquels vous voudriez vous expliquer avec les personnes qui sont présentes ou qui seront présentes. Donc, je vous remercie à toutes et tous de vos interventions, de votre participation, de votre intérêt. J'ai un peu l'impression de vous mettre dehors, mais bon, le timing était un peu serré, mais on aura l'occasion de se retrouver. Je
je vois qu'il y avait d'autres participants outre-Atlantique, donc je les remercie aussi. J'espère vous revoir très bientôt à l'occasion du prochain séminaire. On avait dit fin février, c'est ça, me semble-t-il, mais c'est à discuter. Voilà, donc je vous remercie. Je sais pas si tu veux dire un petit mot, Florian, peut-être dans Non, le cadre de ouais, FFCR et autres. Merci beaucoup, Mouna, d'avoir organisé le premier séminaire. Et donc, comme tu l'as indiqué, c'est le premier d'une série dans le cadre des travaux que nous avons commencé pour avoir ces dialogues franco-canadiens sur ces questions, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire entre les deux. Donc, restez à l'écoute sur le site du CERCRIT, sur le site du CDTS pour les prochains événements et au plaisir de continuer à échanger avec tout le monde. Donc voilà, il y a un pont qui s'est créé entre Saint-Étienne et Ottawa, mais on associe les Lyonnais, on associe Lyon 3 à ce pont, mais on espère bien qu'il prendra forme et qu'il sera beaucoup plus large que le pont actuel. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci à tous, merci aux organisateurs, aux maintenant, intervenants. on se dit au revoir comme ça, il paraît. C'est plus chaleureux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.